Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Bon, on vous confirme qu'il fait chaud à peu près partout, y compris dans les studios de Sud Radio. On a mis la climatisation un peu plus fort que d'habitude, effectivement, justement pour qu'on arrive à respirer à peu près. On vous accompagne avec les vraies voix sur Sud Radio jusqu'à 19h pour débattre de l'actualité, prendre de vos nouvelles, parler des sujets qui vous sont chers. Parfois faire un petit tour de France aussi, vous donner des conseils de sortie, faire le tour de l'actualité. Je vous présente les vraies voix qui nous accompagnent. D'abord, comme chaque soir, il y en a une qui est à distance au 0826 300 300, la vraie voix du jour. Et bourguignonne aujourd'hui, presque auxerroise d'ailleurs. Bonsoir à vous, mon cher Gérald. Et bienvenue Gérald sur Sud Radio. Vous allez nous accompagner pendant 2 heures dès que j'arriverai à vous entendre. Est-ce que vous m'entendez ? Bon, je vous entends très bien. Bon, bah écoutez, bienvenue Gérald. Vous nous accompagnez, je le disais, vous êtes la vraie voix du jour. Je vous présente vos acolytes du soir. Vous avez d'une part Rodrigo Arenas, qui est député insoumis de la Seine-Saint-Denis. Bonsoir à vous, Rodrigo Arenas. Oui, de Paris, pardonnez-moi. C'est pas grave, c'est vrai. Vous avez été patron de la FCPE de la Seine-Saint-Denis pendant des années. J'ai gardé le réflexe. Partons, député de Paris. Excusez-moi. Non, en tout cas, d'Île-de-France. Il n'y a pas de honte et il n'y a pas d'insulte, au contraire. Comme dirait le patron de votre parti, un député est député de partout en France, Exactement. d'où qu'il soit élu. Ça, c'est vrai. Bon, on est aussi avec Benjamin Morel, qui confirmera ce que je viens de dire sur les députés. Absolument. Dans la mesure où je prends pas de risque. Vous êtes maître de conférence à Paris, à l'université Paris 2 Panthéon Assas. Bienvenue à vous dans les vraies voix sur Sud Radio. D'habitude, vous êtes là comme invité. Ce soir, vous êtes vraie voix. Allez. C'est votre première. Attachez vos ceintures. Vous allez voir, ça va très bien se passer. Puis nous sommes Sud Radio. Sud Radio a toujours une attache quelque part dans le Sud. Aujourd'hui, c'est dans le Béarn avec notre vraie voix, Henri Biespéré. Bonsoir à vous, Henri. Bonsoir, Jean-Marie Bordry. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes agriculteur, membre du Conseil économique, social et environnemental. Vous avez été pendant quelques années vice-président du premier syndicat d'agriculteurs, la FNSEA. Vous êtes dans votre Béarn en ce moment même au programme, chers amis, des vraies voix. Aujourd'hui, les débats du jour. On va commencer à 17h30 par le pays de millionnaires qui est la France. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? On a beaucoup de millionnaires en France, 3e pays du monde où il y a le plus grand nombre de millionnaires. Est-ce que ça veut dire que le pays est en bonne santé économique ou au contraire qu'on ne partage pas assez les richesses ? On va en débattre à 17h30. À 18h30, faut-il protéger davantage le loup, espèce protégée mais parfois abattue par des tirs de défense, notamment lorsqu'il faut protéger les troupeaux ? Ça a fait polémique dans le Sud-Ouest. On va en reparler à 18h30. On va faire le tour de l'actualité aussi. On est sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Vous entendrez le président de l'USAP, le club de rugby de Perpignan, qui lance une pétition. Il était lui-même victime d'un accident de manège. Il a été abasourdi de voir qu'un autre accident de manège s'était produit il y a peu, occasionnant la mort d'enfants. On va en reparler à 18h. Attachez vos ceintures dans les vraies voix sur Sud Radio. Avant de débattre, je vous propose de faire le tour de 3 mots qui font l'actualité. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actualité comme tous les soirs. Il y a le mot d'abord intrusion, puisqu'on l'a appris il y a quelques heures. Il y avait effectivement 2 jeunes qui s'étaient introduits dans le collège où a été retrouvé mort le principal. On n'en sait pas davantage, mais on va en reparler. Il y a aussi le mot qui est plutôt un patronyme, Darmanin. Gérald Darmanin présidentiable. Est-ce que vous y croyez ? On y croit de plus en plus. En tout cas, il en parle lui-même, semble se positionner. Vous me direz si vous le voyez comme candidat possible à la présidentielle. Et puis, le 3e mot, c'est quand même Coupe du Monde de football féminin, puisqu'on connaît l'affiche des finalistes. On l'a appris aujourd'hui avec la qualification des Anglaises qui iront défier les Espagnols en finale de la Coupe du Monde. Voilà pour ces 3 mots. Les vraies voix Sud Radio. Commençons par ce premier mot, je le disais, 2 individus, un mineur de 17 ans et un très jeune majeur de 19 ans, ont fini par reconnaître s'être introduits dans ce collège en fracturant la porte. Le collège où s'est déclenchée une alarme anti-intrusion. Le principal du collège, qui était chez lui dans son domicile, s'est rendu pour inspecter. On ne sait pas ce qui s'est passé ensuite. Il a été retrouvé mort. On ne va pas donner de détails ou essayer de débattre sur un dossier dont on ignore tout. En revanche, il y a une question qui a commencé à se poser. Je vais peut-être vous la poser aux parents d'élèves que vous avez été, mon cher Rodrigo. Je suis toujours. Mais oui, vous êtes toujours. Est-ce que c'est au principal, la nuit, d'aller vérifier ou d'aller faire la police dans son collège et d'aller assurer la sécurité, ou est-ce qu'il aurait fallu effectivement que ce soit plutôt la police ? Qui est censé le faire ?
Si c'est la nuit, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt au dispositif de sécurité qui est en place dans la commune à le faire. Moi, je connais beaucoup de communes dans lesquelles la police municipale, en l'occurrence, ou les dispositifs qui sont mis en place sont amenés à intervenir, notamment quand les alarmes se déclenchent. Donc, moi, je ne vais pas préjuger de ce qui s'est passé. On attendra l'enquête qui a lieu. Je pense que c'est sain en démocratie d'attendre que les personnes autorisées donnent les véritables faits de ce qui se passe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on ne peut pas se mettre en danger. Et je pense, a priori, en spéculant encore une fois avec toutes les prudences de mise, que si ce principal est entré dans son établissement, c'est parce qu'il pensait qu'il ne craignait rien. Oui. Et en l'occurrence, malheureusement, ça s'est soldé par le drame que nous connaissons tous. Donc oui, il faut sécuriser les établissements, mais là, il y a un drame. Des établissements dans lesquels on rentre, que ce soit maternelle, lycée et aussi université, c'est quand même assez monnaie courante dans notre pays, mais ça se traduit pas forcément par un drame. Évidemment. Et non plus par des dégradations. Et heureusement. Et d'ailleurs, on peut le reconnaître. Enfin, il était sécurisé en quelque sorte, puisque vous avez une alarme anti-intrusion qui se déclenche et une porte qui a été qui a été forcée. Absolument. Bon, est-ce qu'on aurait pu le sécuriser davantage? C'est pas sûr. Enfin, on peut pas protéger tous les collèges comme ça, si. Si vous avez des personnes qui manifestement veulent commettre un acte délictueux, c'est difficile de les empêcher de faire. Ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est de mélanger avec ces jeunes, par exemple lycéens, qui des fois vont dans l'établissement pour se retrouver, parce que c'est aussi un lieu qui sécurise, c'est un lieu de vie sociale, avec un drame qui se pose sur un acte délictueux. Donc j'essaye de ne pas tout mélanger. Évidemment. Je pense que les médias, en l'occurrence, ont un rôle important à jouer dans cette affaire-là, de ne pas criminaliser quelque chose de façon globale et ne pas non plus sous-estimer le drame qui s'est passé pour cette famille. Et j'en profite, puisque vous me tendez évidemment le micro, d'apporter toutes mes condoléances à la famille et à la communauté éducative qui doit être extrêmement choquée dans ces situations-là, comme c'est à chaque fois le cas. Et d'ailleurs, toute la ville avait participé à cette marche blanche en hommage à ce principal. Deuxième mot pour le politologue que vous êtes en quelque sorte, mon cher Benjamin Morel, on va dire mot, alors présidentiable dans ce cas-là, ou alors patronyme, Darmanin. Est-ce que Gérald Darmanin, candidat à la réélection, candidat à la succession d'Emmanuel Macron, vous y croyez ? Écoutez, je serais tenté de vous dire que c'est très très loin. Et que tenter de faire une affiche de la prochaine présidentielle 3 ans et demi avant les présidentielles de 2017, personne ne connaissait Emmanuel Macron. Alors oui, mais ça on est d'accord que c'est un peu l'exception qui confirme la règle et qu'on nous la ressortira à chaque fois parce qu'il s'était passé quelque chose d'incroyable en 2017. Oui et non, c'est-à-dire quelques années avant 95, on savait qui était Jacques Chirac. Mais à l'époque, les choses étaient très différentes. Voilà, c'est vrai. Vous aviez des vrais partis. Et ces partis structurants, poussaient des candidats. Et vous prenez 95, on voit Chirac, on voit pas forcément Balladur. Donc il faut également avoir cette distance-là. Les candidatures, je dirais, hors grand système partisan, elles sont pas tout à fait évidentes. Pour ce qui est de Gérald Darmanin, déjà on ne sait pas ce qu'il en sera dans 3 ans et demi. Et il faut voir un petit peu beaucoup plus, je dirais, de quoi ça témoigne. On a une majorité. Elle est relative, tout le monde le sait, c'est le principal problème du président de la République qui n'a pas de majorité au Parlement. Mais elle est également explosée façon puzzle, parce que certes, si Gérald Darmanin part, c'est qu'aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont déjà sur la ligne de départ. Les Édouard Philippe, peut-être les François Bayrou, etc. Donc on a une majorité relative qui aujourd'hui est déjà tiraillée entre différentes ambitions. Et pour Gérald Darmanin, il est nécessaire de poser dès maintenant ses jalons. Ensuite, j'élude quand même pas votre question, est-ce qu'il a des chances ? La réalité, c'est qu'il a un logiciel qui pourrait éventuellement être intéressant. Pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'il est à Beauvau. Or, quand vous voulez préparer une présidentielle, Beauvau, c'est plutôt bien. Il y a déjà un certain nombre d'outils que vous pouvez mettre en avant du point de vue du point de vue de la connaissance du terrain, etc. Puis surtout, ça vous donne une image. Ouais. Il y a un fait divers par jour, il y a les problématiques de sécurité, d'immigration. Vous êtes tout le temps sur le devant de la scène. Avec le retour de bâton possible. Vous êtes aussi le ministre de l'Intérieur qui a fait face aux émeutes, donc qui n'a pas su assurer l'ordre pendant les émeutes. Oui, mais c'est relativement facile par rapport à l'électorat qui est celui de Gérald Darmanin de bomber le torse, c'est de dire l'État c'est moi, regardez, je suis régalien. De l'autre côté, le logiciel qu'il développe dans l'interview auquel vous faisiez référence est un logiciel intéressant. Prenez les enquêtes sur les sujets économiques. La France est plutôt très à gauche. Donc l'idée, gaullisme social, etc. Tort ou à raison, évidemment, c'est de la com. Mais remettre des mots de gauche, prolétariat. Il emploie le mot prolétariat tout de même. Et de l'autre côté, si vous prenez les enquêtes relatives notamment au sujet de sécurité, on a une France qui est plutôt sur des sujets, sur une ligne très régalienne, on pourrait dire de droite. Et donc, incarner l'État fort, régalien, très strict, et en même temps donner le sentiment d'être social, c'est en effet un logiciel assez attrape-tout qui peut permettre de séduire l'électorat de droite, d'aller chercher certains abstentionnistes
Il y a très loin de la coupe aux lèvres, il faut une organisation, etc. Mais tout peut arriver. Mais néanmoins, tout peut arriver. Exactement. Tiens, peut-être un mot pour vous, Henri Biespéré. Est-ce que vous vous attendez? On a passé, on va pas se mentir, les 5 dernières années à s'attendre à l'affiche du prochain second tour, à l'affiche probable, à savoir Emmanuel Macron, Marine Le Pen. On savait qu'il y avait de fortes chances que ça se produise. C'était pas sûr, mais il y avait de grandes chances. Est-ce que là, vous pensez qu'on arrivera à prévoir en avance l'affiche du second tour, du prochain second tour, Henri Biespéré? Oh, je pense moi aussi qu'il est très très tôt pour faire des prévisions pour 2027. Et on voit bien qu'il y a des événements qui peuvent se produire au dernier moment et qui peuvent fortement influencer et la qualité d'une campagne et les sujets qui arrivent sur le devant de la scène. Voilà, chacun se prépare bien évidemment. Mais prévoir comme ça 3 ans à l'avance quels seront les finalistes, il peut se passer tellement de choses d'ici là. Et en plus, Rodrigo Arenas nous confirmera que c'est déjà difficile de prévoir qui sera le candidat de la France Insoumise. C'est difficile de prévoir quel sera le programme électoral et politique qui permettra de sortir la France de la situation difficile dans laquelle elle est, qu'on soit de gauche ou de droite. Moi, je suis un ardent militant de la NUPES, dire de l'union de la gauche. Je pense que si un candidat doit gagner à gauche, il faut qu'il soit porté par l'ensemble de la gauche et pas simplement par une organisation. Pour la NUPES d'ailleurs, à la présidentielle ou à toutes les élections, y compris les européennes, puisque pour l'instant, ça en prend pas le chemin, une liste unique. Ah, moi, vous savez, comme vous le savez, je suis d'origine chilienne et pour moi, l'unité populaire, c'est pas rien, c'est ce qui a porté Allende au pouvoir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avoir un rassemblement politique qui soit pas dans le marché électoral comme on se distribue des parts de marché, je pense que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Donc quand vous me parlez de Darmanin, qui pour moi est un peu le Dupont-Aignan de Macron, c'est-à-dire le gars que je raconte à tous ceux qui nous écoutent la moue que vous avez faite quand vous avez entendu Benjamin Morel dire que Darmanin parlait du prolétariat, c'était assez drôle. Non, c'est parce qu'en fait, j'ai le nez qui coule depuis tout à l'heure. Mais si vous sur le compte de la clim. Moi, Darmanin me fait pas beaucoup rire, mais d'ailleurs, comme je le vois tous les mardis à l'Assemblée nationale, je trouve que c'est inquiétant d'ailleurs ce qu'il porte. La question qui se portera pour lui, c'est est-ce qu'il sera un candidat de droite, est-ce qu'il sera un candidat de Macron? Vous l'avez dit très exactement, Monsieur Morel. Il y a une transformation assez radicale du monde politique, notamment sur les organisations. D'ailleurs, si on parle de la LFI, c'est pas un parti en soi, c'est un mouvement. Donc, on est dans une autre façon de faire de la politique aussi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on répond aux besoins des gens. Aujourd'hui, il y a eu l'allocation de rentrée scolaire. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on joue petit bras. Donc, vous voyez, Darmanin ou pas, j'ai envie de vous dire, c'est pas tellement le sujet. C'est qu'est-ce qu'il va porter, qu'est-ce qu'il va incarner, et est-ce qu'il va faire comme Dupont-Aignan, est-ce qu'il va faire comme j'en sais rien. Moi, c'est son affaire. Après tout. En tout cas, je sais qu'il abîme la France avec la police, ça c'est clair, et il abîme la police avec ce qu'il lui fait faire à la France. Et on reparlera aussi de la police. Dernier mot, il faut quand même le dire parce qu'on connaît l'affiche de la finale de la Coupe du Monde de football féminin. D'abord, qui a regardé des matchs du mondial? Vous n'êtes pas obligé, n'ayez pas honte de dire non si c'est pas le cas. On n'est pas obligé d'aimer le foot d'abord dans ce pays. Qui a suivi un peu? Vous avez suivi, Benjamin, ou pas? Non, mais j'ai une excuse, je ne regarde pas vraiment le football. Mais voilà. Donc de façon générale. Vous excusez pas. Bon, moi, vous avez regardé quel match? Je viens de regarder celui d'aujourd'hui là. C'était pas mal, justement. Ah, c'était pas mal, ouais. Il y a eu de l'intensité jusqu'à la fin. Exactement. Australie, Angleterre, c'est presque un derby anglo-saxon. Victoire 3-1 des Anglaises qui ont vengé nos Françaises, éliminées par les Australiennes il y a peu en quart de finale. La finale, on la connaît donc. Ce sera Espagne-Angleterre dimanche prochain à midi. Ce qui est incroyable aussi, c'est que plus les matchs avancent dans la compétition et deviennent importants, plus l'horaire devient acceptable pour nous Européens, parce qu'on sait quand même que c'est nous qui regardons plus le foot avec peut-être l'Amérique du Sud. Allez, restez avec nous sur les Vraies Voix sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant, les actualités qui retiennent l'attention de nos Vraies Voix. Tiens, on va parler des soulèvements de la Terre à nouveau dans un instant sur Sud Radio. Est-ce que c'est une bonne chose finalement que leur dissolution soit suspendue par le Conseil d'État en attendant une décision au fond à l'automne prochain? On va en débattre avec vous tous, à tout de suite. Les Vraies Voix de l'été avec un député et parent d'élèves, Rodrigo Arenas, député insoumis de Paris. Nous sommes également avec un professeur en quelque sorte, maître de conférence. C'est un prof, hein, vous êtes un prof, Benjamin Morel? Oui, enfin dans la hiérarchie universitaire, c'est juste en dessous. Eh bien, vous serez notre prof et on sera vos élèves pour le coup. Maître de conférence à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Dans la hiérarchie des mandarins, bon, vous êtes pas tout en haut, ça finira par venir. C'est très hiérarchisé l'université. Et dans la hiérarchie, Giscard, c'est pas tous les jours. Exactement. Et dans la hiérarchie des agriculteurs, il est monté très haut. Henri Biespéré qui est avec nous depuis son Béarn, ancien numéro 2 de la FNSEA et toujours agriculteur béarnais, membre du Conseil économique, social et environnemental. On vous a même pas demandé, puisque vous êtes en duplex depuis le Béarn, est-ce qu'il fait beau chez vous, Henri Biespéré? C'est très beau, très chaud, et comme tous les agriculteurs, on n'a pas la climatisation dans nos champs, donc on travaille sous les 33-34 degrés. C'est vrai. Bon, il y a quelques tracteurs qui sont quand même climatisés, non?
Mais là, on n'est pas dans les tracteurs. On bouge les enrouleurs, on met un peu d'eau pour que vous ayez suffisamment de nourriture à l'automne. Mais justement, on va parler d'agriculture, de partage de l'eau. Tiens, c'était une des pommes de discorde tout de suite. Je vous rappelle, avant ça, notre premier débat à 17h30. Nous allons parler de ce pays de millionnaires qu'est la France. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose qu'on ait beaucoup de millionnaires ou est-ce qu'au contraire, c'est la preuve qu'on ne partage pas assez nos richesses? Tout de suite, le tour de table. Encore ces stupides actualités. Ça dépend de la masse d'informations. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. Le tour de table. De l'actualité. J'ai toujours un grand amour pour la voix de Jean Gabin à chaque fois que je l'entends. Je le trouve formidable. Quoi qu'il en soit, le tour de table de l'actualité, nous allons débattre et revenir avec l'agriculteur qui est Henri Biaspéré, avec le député insoumis et le professeur en plus qui est avec nous sur les soulèvements de la terre. Ils étaient censés être dissous. Les soulèvements de la terre ont porté une action en référé auprès du Conseil d'État qui a suspendu cette dissolution. Bon, cri de colère qui est venu d'abord du monde agricole. On va peut-être donner la parole d'abord à Henri Biaspéré. Beaucoup d'agriculteurs, pas tous, mais beaucoup l'ont mal pris. Pourquoi ? Mal pris. On prend acte des décisions qui sont prises par les juridictions. Donc sur le fond, nous, ce qui nous ennuie, c'est quand il y a des mouvements qui, au lieu de prôner le dialogue, les tours de table, la discussion, l'argumentation, et ensuite aller vers des décisions qui sont partagées sur un sujet comme l'eau, en plus, qui est quand même un des sujets les plus importants peut-être concernant notre pays, eh bien, on prône plutôt la désobéissance civile, la casse sur les exploitations, appelé à aller, à partir de cette semaine-là, il y a un appel sur le territoire national à aller commettre des actes de malveillance sur les appareils justement d'irrigation, alors que c'est à toute légalité, avec des compteurs, des autorisations, etc. Nous, ça nous ennuie toujours. Alors, je ne sais pas si la bonne formule est de les dissoudre ou est-ce qu'il faut prendre une autre décision, mais un mouvement qui, au lieu de prôner le dialogue, la concertation, la discussion dit non, nous c'est désobéissance civile, on y va, on matraque et on fait des actions violentes et on les revendique et on les assume. Ça ne fait pas partie quand même de ce que nous et de ce que moi je considère et mon rôle au Conseil économique et social. Je rencontre beaucoup d'organisations non gouvernementales, d'associations. On arrive à discuter, on arrive à trouver des consensus sur plein de sujets. C'est plutôt ça quand même qui doit se passer dans une république et une démocratie que l'appel quand même au désordre et à la désobéissance. Sauf que justement, ce fond-là qui nous ennuie. Justement, le Conseil d'État en référé, j'insiste, parce qu'il y aura une décision sur le fond finale à l'automne prochain. Donc ça reste provisoire. Mais sa décision de référé, dans sa décision de référé, justement, le Conseil d'État explique que rien ne permet, dans les échanges produits qui ont eu lieu pendant l'audience, rien ne permet de considérer que le collectif cautionne d'une quelconque façon des agissements violents envers des personnes. Ça, c'est le premier point. Et ils expliquent qu'ensuite, les appels à la désobéissance civile ont été plutôt symboliques ou plus rares. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Rodrigo Arenas ? Il y a toujours une limite difficile. Moi, évidemment, je cautionne pas les dégradations. Il y a la loi qui existe. Et, ni des bassines, d'ailleurs. Pardon ? Ouais. Ni même des bassines. La question, c'est ce qui est pointé dans le sujet-là. La question de l'eau, comme l'a dit monsieur de la FNSEA, est quelque chose de central. Et aujourd'hui, on peut pas encourager, dans l'intérêt des agriculteurs aussi, d'avoir un accaparement de l'eau par quelques-uns aux dépens des autres. C'est aussi cette question de la gestion. On a ça, évidemment, en France, mais on a ça aussi dans d'autres pays du monde. Donc, la question de la gestion de l'eau, de la gestion des terres, la gestion de l'alimentation est quelque chose qui se gère à l'échelle de la planète. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que pour beaucoup des personnes qui militent dans ces formes d'organisation qui, au début, sont tout à fait pacifiques, mais quand on leur envoie à la police, quand elles se font défoncer un peu partout, à un moment donné, ça se radicalise aussi de l'autre côté, eh bien, on passe de lanceurs d'alerte à manifestants non pacifiques. Donc, la frontière est toujours mince et je pense qu'en France, contrairement à d'autres pays, on a plutôt bien géré le truc parce qu'il y a des pays où il y a des morts. Et par contre, je répète qu'il y en a eu en France aussi. Moi, j'oublie pas Rémi Fraisse, j'oublie pas tous ces lanceurs d'alerte-là. Rémi Fraisse qui était mort dans une manifestation contre le barrage de Sivins dans le Tarn. Vous voyez, moi, je distribue pas là des bons points, mais je trouve qu'on en fait beaucoup sur ces lanceurs d'alerte sur des questions environnementales, de changement climatique et d'intérêt aussi de produire autrement. Et on en fait moins aussi sur les exactions qui sont faites par certains agriculteurs qui, j'imagine, ne sont pas cautionnés par la FNSEA, y compris quand ils dégradent des permanences de députés insoumis dans notre pays. Et là, on voit que la justice, elle est la même pour tous, ou alors il n'y a pas de justice. Et moi, je suis toujours du côté de la loi. C'est arrivé une ou deux fois, effectivement, que des manifestations d'agriculteurs, Henri Biaspéré aille, au hasard, déverser du purin sur une préfecture ou alors dégrader quelques permanences.
Voire des menaces de mort. Oui, alors les mots d'ordre quand on appelle à manifester, c'est jamais de dire allez-y les gars, détruisez tout, etc. quoi. Et donc c'est toujours de dire faisons-le dans le respect des biens et des personnes, essayons de faire en sorte que tout se passe bien. Et puis il y a parfois des dérapages qui existent, voilà. Et alors, on trouve toujours l'origine, quoi, et de cas désespérés, de gens qui sont au fond du seau, qui sont vraiment sous pression et qui trouvent là un moyen de faire exploser leur colère. C'est pas pour autant qu'on écrit dans le manuel du parfait syndicaliste allez dégrader les préfectures aussi souvent que vous pouvez, ou les permanences de députés, c'est le meilleur moyen d'expression. Non, on fait plus souvent des visites d'exploitation avec des députés, des sénateurs pour leur expliquer nos problématiques que d'aller les réveiller pendant la nuit et dégrader les permanences. Et en tout cas, chaque fois, on n'a jamais, de toute manière, applaudi les deux mains quand des cas que on est d'accord. Ouais. Si un agriculteur venait vous voir et vous dire je vais aller peinturer telle ou telle permanence, vous lui diriez quoi, même en privé, sans que ce soit public? Mais je lui dirais qu'il y a d'autres moyens d'aller discuter avec des députés, que l'important c'est plutôt le débat et l'argumentaire. Mais vous savez, en tant que responsable agricole, il y a quelques années, il y a eu des crises importantes sur les productions où des exploitants eux-mêmes se sont retrouvés, des exploitations taguées, pas forcément par des écologistes, aussi par d'autres agriculteurs qui trouvaient qu'ils ne défendaient pas bien la cause. Donc c'est vrai que parfois ces débordements existent. Ce qui est ennuyeux, c'est quand il y a un appel public en disant on vous demande, vous, nos réseaux militants, d'aller commettre des dégradations parce que c'est pas normal que l'agriculteur utilise de l'eau. Là, c'est la ligne jaune qui est dépassée. Et quand les exactions arrivent, forcément, on ne peut pas dire aux gens pourquoi vous l'avez fait. Mais on a suivi un mot d'ordre d'un mouvement, auquel on adhère. Benjamin Morel, elle s'arrête où? Enfin, elle commence où la limite? Il y a 3 sujets par rapport à ça. C'est-à-dire que la première limite à poser, c'est dans quelle mesure on peut dissoudre une association pour des faits qui lui sont pas directement imputables. Et cette décision, cet arrêt du Conseil d'État, je suis désolé, il était très prévisible. Le ministère de l'Intérieur a pris de vrais risques dans cette affaire parce qu'en réalité, on avait une jurisprudence de 2022 qui laissait augurer que ça allait se passer comme ça. Donc le dossier était bâclé pour vous? En tout cas, il n'était pas très fort. On verra bien ce que décide le Conseil d'État au fond, mais il y avait quand même un certain nombre de biais juridiques. Ensuite, si jamais, faut pas oublier que la dissolution, elle se fait sur la base d'une loi qui a été créée, qui a été écrite pour lutter contre les ligues dans les années 30. Donc des soulèvements de la terre aux ligues d'extrême droite des années 30, il y a quand même une petite différence. Les ligues factieuses, comme on dit. Exactement. Donc coup d'État, 4 février 34, etc. C'est février. Donc on a quand même là, on est face à quelque chose quand même de relativement étrange. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à imputer directement à l'association le fait d'avoir au moins suscité les violences, c'est problématique parce que, en effet, si on doit dissoudre tout syndicat, toute association qui, lors d'une manifestation, voit des violences commises alors qu'elle n'y a pas appelé, on va plus avoir beaucoup de syndicats et d'associations en France et on rentre dans autre chose. Donc, il faut être extrêmement prudent. Dieu sait si les débordements en marge d'une manifestation sur un autre mot d'ordre sont fréquents, quelle que soit la couleur du manifeste. Et on ne peut pas blâmer les organisateurs tout le temps. De l'autre côté, il y a la question de la désobéissance civile, plus compliquée, consacrée par la Cour européenne des droits de l'homme, donc on ne peut pas vraiment y toucher. Mais en effet, si jamais il n'y a pas de désobéissance civile, je rappelle, les suffragettes, etc., c'est pas nouveau. Donc parfois, on enfreint la loi, et en enfreignant la loi, on donne de la visibilité à un mouvement. La question, c'est dans quelle mesure on peut accepter des dégradations. Et là, en effet, il y a une interprétation du Conseil d'État qu'on peut contester ou qu'on peut approuver. Il y a des dégradations qui ont été commises, des dégradations matérielles et pas justement d'attaques directes contre des personnes. C'est la différence qu'il fait et c'est pour ça qu'il accepte. On peut discuter. Et là, en effet, il pourrait y avoir une variation du jugement sur le fond. Ensuite, il y a un débat, je suis désolé, mais qu'il faut qu'on ait sur l'agriculture. Regardez ce qui se passe actuellement en Andalousie. La vision, je dirais, d'une agriculture intensive avec des réserves inépuisables d'eau, ça mène à des catastrophes. Or, regardez ce qui se passe cet été, regardez ce qui s'est passé l'été dernier. Si jamais on ne change pas de modèle agricole, on va dans le mur. Donc, beaucoup plus qu'une réflexion sur faut-il ou pas dissoudre les soulèvements de la terre, la question c'est quelle politique agricole pour demain, parce que notre souveraineté, elle est liée au fait de pouvoir nourrir les Français, donc d'avoir une agriculture qui soit à la fois responsable et résiliente. Eh bien, je vous propose une deuxième manche, si j'ose dire, du débat sur l'avenir de l'agriculture. On va en reparler
beaucoup. D'abord, Sud Radio sera évidemment à nouveau cette année présente au Salon de l'Agriculture, entre autres, et on a le temps d'en reparler avec vous, Benjamin Morel, Henri Biaspéré, et pourquoi pas vous aussi, Rodrigo Arenas. Je fais un rapport là-dessus qui va sortir en octobre sur la souveraineté alimentaire formidable. En France. Vous voyez, comme quoi sera d'actualité. Ce sera toujours d'actualité. Et on a auditionné la FNSEA. Exactement. Mais ce qui est d'actualité en ce moment, c'est aussi le fait qu'il y ait beaucoup de millionnaires en France. La France devient le 3e pays au monde où il y a le plus grand nombre de millionnaires. Est-ce pour vous une bonne chose ou une mauvaise chose? 0826 300 300. On va donner la parole à Gérald dans un instant depuis Auxerre et on accueillera notre invité. À tout de suite sur Sud Radio. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Avec Benjamin Morel, avec Rodrigo Arenas et Henri Biaspéré, tout comme Gérald d'ailleurs au 0826 300 300, toujours avec nous depuis Auxerre. Tout de suite, on attaque notre premier débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. On aime beaucoup cette chanson, donc Pink on va Floyd. Continuer à la jouer. Et Pink Floyd, c'est quand même du bon classique. Pourquoi Pink Floyd qui chante Money? Parce qu'on l'a appris aujourd'hui, la France devient 3e du monde. Médaille de bronze des millionnaires au classement des pays qui comptent le plus grand nombre de millionnaires. Il y a plus de 2 millions de Français qui ont un patrimoine supérieur à 1 million d'euros. Je parle de patrimoine, ça veut dire que ça peut être une maison qui coûte plus d'1 million d'euros dans le patrimoine, avec les comptes en banque et tout le reste. Bref, la France dépasse le Japon, elle reste loin derrière la Chine, mais bon, c'est quand même un très grand pays, et les États-Unis. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose qu'on ait beaucoup de millionnaires, ou est-ce que c'est une mauvaise chose? On va en parler avec notre invité Fergan Azihari. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. On est avec vous justement pour ce débat. Question que je voulais vous poser. D'abord, vous êtes essayiste et chroniqueur au Point. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose? On ne peut pas répondre oui ou non à cette question de manière aussi simpliste, pour la simple et bonne raison que, vous savez, aduler les millionnaires sans réserve, c'est aussi stupide que de les déprécier, de les vilipender sans réserve. Le tout est de savoir comment ces fortunes se sont bâties. Ont-elles été bâties de manière loyale? Sont-elles la contrepartie de comportements productifs? Ou ont-elles été bâties de manière déloyale? Vous imaginez bien que toutes les fortunes ne se valent pas, et que bien que Kim Jong-un fasse partie des gens les plus riches à l'échelle de l'humanité, sa contribution au bien-être de l'humanité est quand même sujette à caution. Le problème, c'est qu'en France, les fortunes, en effet, il y a une vraie question sur leur origine, parce qu'une grande partie en fait du patrimoine des Français les plus riches, c'est du patrimoine immobilier pour la plupart. C'est très peu de patrimoine qui sont le fait de la revente d'entreprises innovantes, par exemple. Or, les prix de l'immobilier, depuis des décennies, sont tirés dans les métropoles par une pénurie qui est artificiellement organisée par les grandes villes. Et donc, quand vous avez votre patrimoine qui s'envole parce qu'on empêche la construction de logements à Paris et dans d'autres villes, on ne peut pas dire que ce soit des fortunes dont il faut se féliciter. Donc, en fait, il faut enquêter précisément avant de se faire une opinion sur le fait de savoir s'il faut se féliciter de ces millionnaires ou non. La richesse en soi n'est pas un problème. L'enrichissement peut être une bonne chose. Mais l'immobilier coûte trop cher, quoi, en France. L'immobilier en France, oui, est le fruit est encadré par des restrictions en matière d'urbanisme et en matière foncière, qui tend à gonfler artificiellement les patrimoines. Et donc, c'est à mon avis l'une des raisons pour lesquelles on a beaucoup de millionnaires, mais qui ne sont pas forcément la contrepartie des créations de richesses. Ceci dit, heureusement qu'on a arrêté de construire à certains endroits. Je vous rappelle qu'on perdait l'équivalent en surface d'un département français de terres agricoles tous les 10 ans à un moment. Fergan Azihari, c'est un autre sujet, mais dans ce cas-là, il faut assumer la contrepartie, c'est-à-dire que c'est le discours qu'on tient aussi à Paris. Alors, chaque fois qu'on dit qu'il faut surélever pour loger plus de gens à Paris, on nous dit non, il ne faut pas, parce que ça va nuire à l'esthétique parisienne. Alors, très bien. Dans ce cas-là, assumons que certaines villes deviennent des forteresses et arrêtons avec ce discours hypocrite. Et de voir que les prix explosent. À organiser la pénurie de logements pour ensuite s'étonner que certains prix augmentent. Gérald, avec nous, au 0826 300 300 depuis Auxerre. D'abord, est-ce que les prix de l'immobilier ont augmenté à Auxerre? Non, on va dire que ça se maintient. Bon, on va venir chez vous, si ça continue, effectivement. Tenez-vous, on arrive. Vous avez un 20 mètres carrés pour 1 500 € maintenant. Non, je plaisante. C'est déjà ça. Bien. Gérald, la France, 3e pays, quand vous avez entendu cette information, 3e pays où il y a le plus grand nombre de millionnaires au monde, comment vous l'avez reçu instinctivement, cette info? Comment je l'aperçois? Eh ben, vous savez, je suis bien content de le savoir. En tout cas, je ne fais pas partie de ces millionnaires. Je dirais que j'ai rien contre les riches, pas du tout. Alors, ce que disait l'invité précédent, Fergan Azihari. Voilà, c'est de savoir la manière dont la personne a pu obtenir, je dirais, des millions d'euros.
Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont multimillionnaires et vous aurez toujours à côté, malheureusement, la contrepartie des gens qui n'auront jamais la possibilité, ne serait-ce que d'avoir une belle maison à 100 ou 200 000 euros, puisque les partages ne seront pas bien. Avant, on repartageait, je dirais, les bénéfices. Maintenant, la plupart des grosses entreprises les gardent pour elles. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que moi, je veux bien, il y a des gens qui, effectivement, sont... et puis, on va pas parler aussi de la fraude fiscale, parce que la fraude fiscale, ça représente aussi des milliards d'euros. Et là, en général, ça c'est pareil, c'est de l'argent qui s'en va et qui permettent à des gens qui sont malhonnêtes de s'enrichir encore plus dans des paradis fiscaux. Maintenant, il y aura toujours des riches, il y aura toujours des moins riches et il y aura des pauvres. Oui. Mais ce qu'il disait Coluche, je le rappelle, ils vont être contents les pauvres de savoir qu'ils sont dans un pays riche. Ça, ils sont très contents. Voilà. Pas mieux. Merci pour cette citation. Vous allez fait sourire, Rodrigo Arenas. J'adore Coluche. Vous savez, je suis un enfant des années 80. Prenez pas de risque. C'est votre génération en plus. Mais c'était pas si bien vu que ça à l'époque. Rappelez-vous, comme Goldman, comme tout. Moi, je suis génération Harakiri quand même. Donc voilà, on est dans un truc compliqué à cette époque. Vous faites partie d'un mouvement de gauche, non pas un parti, mais un mouvement, la France Insoumise. Le partage des richesses. Est-ce que pour vous, le fait qu'il y ait beaucoup de millionnaires en France est la preuve qu'il y a une des inégalités très fortes et qu'on partage pas assez les richesses, ou ça n'a rien à voir? Qu'il y ait des inégalités en France, c'est une évidence. C'est pas de gauche ou de droite, c'est juste lire les statistiques de l'INSEE qui l'attestent. La question, c'est comment on se fait la répartition. L'Allemagne a une richesse quasi équivalente, pas complètement en termes de PIB, etc. Et la répartition se fait de façon plus égalitaire, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que la façon dont les riches participent à la mutualisation, à la solidarité nationale est plus efficace. Moi, je suis tombé cette semaine là, sur une information dans le Massachusetts où il y a une augmentation de la fiscalité de 4% sur les millionnaires et que ça a permis quoi de rendre gratuite la cantine scolaire pour tous les élèves des écoles publiques. Donc vous voyez, c'est à quoi ça sert tout ça. Donc qu'il y ait des riches en France, j'ai envie de dire pourquoi pas. De toute façon, le système fonctionne comme ça. La question, c'est comment ils contribuent à la richesse nationale. Et quand je vois l'état du service public dans notre pays, moi j'ai été aux urgences parce que je me suis cassé le pied. Quand je vois la rentrée scolaire avec l'ARS, j'ai été très bien soigné. Bon. Ça a pris un peu de temps et je remercie le personnel hospitalier d'hôpital ville de Cahors qui est extraordinairement compétent et qui m'ont fait état aussi de leurs difficultés. Eh bien, je pense que réfléchir une nouvelle fiscalité dans notre pays est quelque chose d'actualité, notamment quand l'essentiel du patrimoine qui est fait sur notre pays n'est pas le fruit du travail des gens qui le perçoivent, mais celui de leurs précédeurs dans leur hiérarchie dynastique. Ils proviennent de l'héritage. Donc voilà, moi j'étais à l'école de la République, il me semblait qu'en 1789 on a dit 2-3 trucs sur les privilèges et sur le fait de rendre aux enfants quelque chose qu'ils n'ont pas créé eux-mêmes. Je pense qu'il est temps de se reposer cette question-là en 2023 et de refonder le contrat social qui nous lie. Pour Benjamin Morel, pour le politologue que vous êtes, ça c'est un vieux débat qu'on a en France. C'est un vieux débat, mais c'est un débat tout à fait essentiel en réalité. Les vraies inégalités aujourd'hui, la vraie fracture sociale, elle n'est pas sur les revenus. On se demande toujours, tu gagnes combien, etc. Et on en tire un statut social. Non. C'est des fractures sur le patrimoine. Et dès le moment où vous dites on va taxer plus les successions immobilières, vous dites oh la pauvre mamie qui veut transmettre. Mais non, la plupart des propriétaires immobiliers en réalité ont beaucoup d'appartements, etc. Et donc on construit comme ça de génération en génération des inégalités qui sont incrustées. La vraie fracture aujourd'hui elle est beaucoup plus entre locataires et propriétaires parce que ce qui a augmenté dans le panier de la ménagère depuis 30 ans, c'est pas tant la consommation par exemple alimentaire, c'est beaucoup les loyers et c'est donc beaucoup l'immobilier. Donc là il y a un vrai sujet que l'on devrait traiter et qui pose d'autres questions d'ailleurs. Qui pose parce que moi j'entends le fait qu'on construit pas assez de logements à Paris. Mais en réalité, quelle est la différence par exemple avec l'Allemagne ? En Allemagne, on a gardé une économie productive. Une entreprise, une usine, vous pouvez la mettre en territoire rural. Et donc vous réinsufflez de la vie en territoire rural. Vous trouvez pas de personnes aujourd'hui pour habiter dans les territoires ruraux. Là, il y a du logement. En revanche, quand vous faites le pari fait au début des années 2000 d'une économie toute service, eh bien à ce moment-là, vous avez une concentration dans la métropole, les gens y étouffent et vous avez une activité qui, par définition, devient dysfonctionnelle. Sachant qu'on a toujours été beaucoup plus centralisé que l'Allemagne en plus. C'est pas un problème de centralisation. C'est un problème parce que là, je vous parle pas Bordeaux, Strasbourg et Lyon. On a construit des grandes métropoles et on a dit on y concentre l'activité. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est justement dans les petits patelins. Et donc, il faut repenser notre vision à la fois de l'aménagement du territoire, de l'industrialisation du pays et derrière, eh bien, une vraie rupture sur le sujet du patrimoine. C'est un vrai changement de paradigme. Sauf que justement, tiens, un patrimoine qui se transmet de génération en génération, c'est quelque chose qui parle aussi à l'agriculteur qui est avec nous, Henri Biespéré. C'est le principe en général. Un agriculteur, les terres qu'il exploite, en général, elles sont plutôt familiales, non ?
Non, la majorité des terres exploitées sont en fermage. C'est-à-dire que ce sont des propriétaires extérieurs qui louent à des agriculteurs. Merci de casser mes idées reçues. Merci de casser mes idées reçues, c'est important. Par contre, effectivement, les propriétaires de fonciers, c'est souvent des transmissions de génération en génération. On constate aujourd'hui qu'il y a un millionnaire, ça peut être le travail de 2, 3, 4 générations. Lui hérite de ça, il se retrouve effectivement millionnaire. Moi, ce que je trouve intéressant... Alors, on vous a perdu, mais on va vous retrouver. Henri Biespierre, ça, je vous fais la promesse. On va essayer de vous retrouver du côté du Béarn. J'aimerais, redonner la parole à notre invité, Fergan Azihari. Emmanuel Macron, président de la République, a souvent été taxé taxé sans le mauvais jeu de mots, pardon, mais en tout cas, qualifié par ses adversaires de président des riches. Est-ce que vous confirmez que sa politique a été plus favorable aux millionnaires français? Oui. On peut réduire la politique d'Emmanuel Macron à un tel slogan, mais vous savez, pour venir à l'action des inégalités qui a été évoquée tout à l'heure, je pense que c'est vraiment un débat qu'il faut arrêter c'est un débat de maternelle. C'est-à-dire que la question des inégalités en France, je trouve, reçoit un traitement qui est assez déplorable parce que les inégalités, l'évolution des inégalités de patrimoine, pardon de le dire, ne dit absolument rien de la condition des peuples, ne dit absolument rien de la condition des pauvres et ne dit absolument rien de la mobilité sociale à l'intérieur d'un pays. Vous savez, un économiste comme Thomas Piketty, qui n'est pas vraiment un disciple de Milton Friedman, disait dans ses écrits, nous apprend que les périodes de réduction des inégalités les plus fortes dans l'histoire de l'Europe moderne, ce sont les périodes de guerre. Et vous voyez bien qu'il serait complètement idiot d'en déduire que 14-18 et 39-45 constituaient une espèce d'âge d'or social au motif que les inégalités se sont réduites à ce moment-là. Donc le discours qui consiste à faire des inégalités le thermomètre du bien-être social n'a strictement aucun sens sur le plan économique. Ce n'est pas ça qui va déterminer la condition des gens et la manière dont les gens peuvent s'extraire de leurs conditions. Pour en venir à la question des millionnaires et du patrimoine, la question, c'est comment en France on s'enrichit. Quelqu'un qui s'enrichit, qui devient millionnaire parce qu'il fonde une entreprise innovante, parce qu'il crée un vaccin ARN messager et qui rend service à l'humanité, ce genre de fortune est évidemment à saluer et à multiplier parce qu'elles sont tout simplement la contrepartie d'une amélioration de la condition humaine. En revanche, si vous tombez sur un propriétaire d'un appartement parisien, vous lui dites vous aurez tendance à lui dire qu'il devrait avoir honte. C'est-à-dire que si son appartement, encore une fois, a vu sa valeur de se décupler, je caricature, parce qu'en effet, il y a des législations qui empêchent la liberté d'entreprendre dans le secteur de l'immobilier, qui réduit la concurrence sur le marché de l'immobilier, là, vous avez une vraie question. Le problème en France, c'est que le débat sur les fortunes et les richesses sont abordés avec un niveau maternel en disant « un machin est riche, c'est triste », alors que la vraie question, c'est comment les gens s'enrichissent. Leur fortune a-t-elle été obtenue honnêtement, c'est-à-dire par des moyens entrepreneuriaux ou l'héritage, qui est aussi une manière tout à fait honnête, parce que l'héritage fait partie du progrès humain aussi, mais les forces... La réponse, tiens justement, en raison de restrictions est problématique. La réponse du parent d'élève Rodrigo Arenas, qui apparemment est revenu malgré lui à la maternelle. En fait, la France, si on regarde son école, qui s'est quand même fondée sur l'ascenseur social, sur la méritocratie, sur l'élitisme républicain, tous ces concepts qui sont d'un siècle que nous n'avons pas connu, aujourd'hui est mis en échec par rapport à ça. On sait aujourd'hui que les écoles privées, d'ailleurs c'est un mérite qu'on peut donner à Pape Ndiaye, qui en demandant que les écoles privées participent à la mixité sociale, a mis en avant le fait que non, les écoles aujourd'hui privées sont une vraie ségrégation sociale et que c'est organisé, que c'est structuré et que c'est financé par les impôts des Français. Donc on est dans cette organisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'école ne permet plus justement à cette égalité républicaine qui serait liée simplement au travail scolaire, même avec des critères qu'on peut discuter. Donc oui, aujourd'hui, le patrimoine, que ce soit à Paris ou ailleurs, détermine les choses. Quand on parle de fermage, c'est qu'il y a un grand propriétaire terrien qui loue ses terres. Donc on est aussi dans une relation très féodale des terres. La question, c'est que ce soit au Paris ou ailleurs, cela est arrivé à son terme. Aujourd'hui, qui peut penser que l'urbanisme parisien va résister au changement climatique? C'est faux. Qui peut penser que le Paris touriste avec 60 degrés sur la place de l'Opéra en plein été va résister pour les Isankiennes? La réponse c'est non. Donc il va falloir repenser la capitale, il va repenser les grandes villes, il va falloir représenter aussi les relations avec la ruralité pour cela. Moi, vous avez parlé de la Bourgogne, vous la connaissez autant que moi. On sait qu'il y a beaucoup de Parisiens qui ont des maisons secondaires dans Lyon et que finalement, les gens qui habitaient dans Lyon, par exemple, doivent vendre leur maison parce qu'on leur propose des prix plus chers, que ça fait un petit havre de paix à l'extérieur
extérieur, comme était d'ailleurs la banlieue dans le siècle passé pour les Parisiens qui prenaient le train, qui aujourd'hui sont devenus des RER. Vous voyez, tout ça, il va falloir repenser l'urbanité. On va quitter la ville. Il va repenser tout ça. Mais pourquoi pas, écoutez, quittons les grandes villes, franchement. Parce qu'on n'aura pas le choix. On est à l'ère de l'anthropocène, il faut l'accepter. Et bon, ça fera baisser, si ça fait baisser après tout le prix de l'immobilier, ça fera peut-être réduire le nombre de millionnaires. J'aimerais revenir avec vous, Ferghane Azihari, sur un sujet quand même, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Une des premières décisions, elle avait été très décriée par ses adversaires d'Emmanuel Macron, c'était de transformer l'impôt sur la fortune, donc surtout le patrimoine, en impôt sur la fortune immobilière. En quelque sorte, il était presque d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'il considérait qu'il fallait taxer la fortune qui avait été amassée par héritage, par exemple, plutôt que la fortune qui était le fruit du travail. Et là encore, c'est une mauvaise distinction. C'est-à-dire que la fortune immobilière en tant que telle n'est pas non plus mauvaise en soi. C'est pas ce que j'ai dit. C'est-à-dire que quelqu'un qui a investi dans l'immobilier, qui convertit son épargne en logement supplémentaire et donc qui voit son patrimoine augmenter, rend service à la collectivité. Et de ce point de vue-là, diminuer la fiscalité du patrimoine est une bonne chose parce qu'on sait très bien que la fiscalité du patrimoine tend à décourager l'épargne, tend à décourager l'investissement et que c'est l'épargne et l'investissement qui génèrent la prospérité collective. Donc là encore, si vous voulez, cette obsession de la fiscalité qui caractérise notre pays, eh bien, revient à nous tirer une balle dans le pied et donc à ralentir la croissance économique. Le problème, encore une fois, c'est qu'aujourd'hui, en effet, on a beaucoup plus intérêt en France, en tout cas dans certaines villes, quand on est propriétaire immobilier, eh bien, effectivement, de prospérer sur des législations restrictives pour voir notre fortune augmenter, que d'investir notre épargne pour s'enrichir. L'enrichissement en soi n'est pas un problème, je le dis. En revanche, c'est la manière de s'enrichir. Et donc, si on a un système fiscal qui est sobre et qui encourage les Français à investir davantage dans l'immobilier ou ailleurs, c'est une très bonne chose. Heureusement, aujourd'hui, ces fortunes-là, on peut discuter de leur origine, de leur provenance. Moi j'entends ce qui est dit là. La question, c'est est-ce qu'une situation de rente, d'ailleurs qui n'est pas inhérente à notre travail, doit permettre de continuer à maintenir un statut social qui nous met en dehors de la société française. Il me semble que la réponse est non. La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment est-ce que ces personnes qui s'enrichissent par leur travail, par leurs investissements en tant qu'entrepreneurs, ils sont aussi débiteurs de la richesse nationale. Je pense par exemple à ces entreprises qui s'installent. La collectivité, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait des routes autour, elle met des hôpitaux, elle met des écoles pour les mômes, elle construit des logements pour que les gens qui vont travailler. Regardez ce qui se passe, même si j'en pense pas du bien, sur les grosses entreprises qui ont fabriqué des batteries à Dunkerque. Autour, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les collectivités territoriales, elles amènent du travail. Voilà, c'est un autre sujet qu'on abordera un autre moment peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait monter le prix de l'immobilier. Il y a du logement qui est construit, il y a des routes qui sont mises en place, des écoles, des collèges, des lycées. Donc les entreprises s'enrichissent aussi. Les gens qui investissent, les riches qui président des entreprises, s'enrichissent aussi de l'effort de tous. Et aujourd'hui, encore une fois, je pense que la question est la répartition des richesses et non pas la création, sur laquelle je pense nous sommes tous d'accord. Vous avez un mot, Benjamin Morel. Choisissez-le bien pour conclure. Écoutez, je crois qu'il faut, concernant l'héritage, être quand même relativement réaliste. Moi, j'entends ce qui est dit, mais si j'hérite de 100 appartements à Paris, je n'ai pas besoin de travailler dans ma vie. Absolument. Et je n'ai absolument pas mérité de les avoir hérités, si ce n'est d'avoir eu papa et maman qui, eux, en ont peut-être également hérité. Donc vous voulez augmenter les droits de succession ? Si jamais je veux acheter un appartement de 40 mètres carrés à Paris, je dois gagner 100 000 euros par an. Il y a peu de Français qui peuvent le faire ainsi. Donc on a en effet un problème de succession sur l'immobilier. En revanche, là où je rejoins notre interlocuteur, c'est que sur le patrimoine productif, et les deux sont très différents, on a en effet un problème aujourd'hui de taxation qui fait qu'on a du mal à transmettre les entreprises, à la différence de l'Italie par exemple. Et donc ce faisant, on a un problème et on a beaucoup d'entreprises qui partent à l'étranger. Merci à notre invité en tout cas d'être intervenu sur Sud Radio. Ferghane Azihari, essayiste et chroniqueur au magazine Le Point. On salue d'ailleurs chaleureusement nos confrères du Point. Allez, restez avec nous sur Sud Radio, on se retrouve dans un instant, on va continuer à débattre, faire le tour de l'actualité. Mais avant ça, tiens, je vais tester vos connaissances de culture générale sur la date du jour. Vous verrez, vous allez presque retourner à l'école. À tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix de l'été sur Sud Radio qui continuent à débattre, même quand vous ne les entendez plus. Nous sommes toujours avec Benjamin Morel, Rodrigo Arenas, Henri Biespéré. On vous a perdu plusieurs fois, Henri. Il n'y a pas apparemment des petits problèmes de réseau, on est désolé. Mais on vous oublie pas. Et on est toujours avec Gérald au 0826 300 300 puis au CER. On fait une pause dans l'actualité, Gérald. On va regarder ce qui s'est passé les 16 août. Là, je vais vous donner 3 hommages à rendre à 3 grands artistes en général. Mais avant ça, je vais vous proposer de choisir l'une de nos 3 vraies voix avec laquelle vous allez faire équipe contre les 2 autres. On est avec Benjamin Morel, Rodrigo Arenas ou Henri Biespéré. Qui vous choisissez, Gérald ? Benjamin.
Allez, vous serez avec Benjamin. Il a l'air enchanté. Sachez-le. Non, à l'idée de jouer, hein, pas à l'idée de jouer avec vous. Quoi qu'il en soit, je vais vous poser 3 questions. 3 personnes, 3 grands artistes sont morts un 16 août. On va voir si vous les reconnaissez. Je vais vous faire écouter quelque chose. Le premier qui a la bonne réponse répond et rapporte le point à son équipe. C'est tout bête. On va commencer avec la première question. Quel grand acteur français est mort il y a 72 ans, jour pour jour, qu'on entend dans cet extrait culte? Moi, j'ai dit bizarre, comme c'est étrange. Ouais, c'est Louis Jouvet. Pourquoi j'ai dit bizarre? C'est Louis Jouvet. Je suis sûr que c'est ça que vous avez dit bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Vous inquiétez pas, on vous a entendu, je voulais juste laisser l'extrait. Vous vous rappelez le nom de ce film ou pas? Ah oui, absolument. C'est drôle de drame. Scène culte, ouais. Louis Jouvet qui nous a quitté il y a 72 ans jour pour jour. Il avait vraiment marqué son époque. Hein. Il était aussi dans Topaz, Knock, La Kermesse héroïque, d'autres grands classiques. Ça vous parlait aussi, Rodrigo Arenas? J'ai habité très longtemps aux 4 allées du Jouvet à Champigny-sur-Marne. Donc, voilà, comme quoi, ça vous parle. Allez, on continue. Exactement. Hommage à une légende. Évidemment, une légende. Alors là, il faudra être très rapide, mais on va laisser quand même la musique se dérouler jusqu'à la fin, parce que je pense que vous l'aurez très vite. Quel grand chanteur est mort il y a 46 ans jour pour jour, notamment l'auteur de Rodrigo Arenas a chuchoté en premier. Est-ce que les autres l'avaient ou pas? Non. C'est Elvis. C'est bien Elvis, comme l'a dit Rodrigo Arenas, exactement. Un partout pour les deux équipes. Pour chaque équipe, on va essayer de vous départager avec la troisième. La troisième question. Quelle chanteuse, faudrait être rapide aussi, parfois appelée la Queen of Soul, reine de la Soul, est morte le 16 août 2018 à l'âge de 76 ans. Entendu ce titre évidemment une fois, mais vous avez le nom ou pas? Aretha Franklin. Vous l'avez aussi. Bravo. Allez, on va dire que vous êtes ex-aequo. Il l'avait aussi également, Rodrigo Arenas. Voilà, fallait qu'on rende hommage quand même à Aretha Franklin, Elvis Presley et Louis Jouvet. Je savais pas que les 3 étaient morts un 16 août. On le saura désormais. Quoi qu'il en soit, restez avec nous sur Sud Radio. On va se retrouver dans quelques minutes. On va débattre. Bon, on va débattre d'abord du loup. Il y a eu un abattage de loup. On appelle ça un tir de défense cette semaine. Ça a fait scandale dans le Sud-Ouest auprès des défenseurs de la cause animale. Faut-il protéger davantage le loup? Ce sera notre deuxième débat, notre coup de projecteur à 18h30. On va revenir sur l'actualité. Le coût de la rentrée, ça a encore augmenté, Rodrigo Arenas. C'est quoi le coût moyen pour la rentrée d'un élève? En fait, ça dépend, mais d'après Que Choisir, c'est de l'ordre de plus de 10%. C'est énorme. Voilà, exactement. C'est énorme. On va en reparler dans un instant avec vous. On va en parler avec Benjamin Morel. Et avant ça, l'alerte lancée par le président de l'USAP, on est sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, le président du club de Perpignan, qui a eu un épouvantable accident de manège il y a quelques années. Il a vu que ça s'était reproduit cette année. Il lance une pétition pour que ces erreurs ne se reproduisent plus. On va en parler avec lui juste après les infos de 18h. Bienvenue à vous dans Les Vraies Voix. Continuez à nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix de l'été avec nos 3 vraies voix du jour. Benjamin Morel, maître de conférence à l'université Paris-Assas. Nous sommes également avec l'agriculteur et membre du Conseil économique, social et environnemental, Henri Biaspéré, qui est en duplex depuis son Béarn. Et il a raison de rester dans le Béarn. Quand même, on aimerait bien être avec vous. Sachez-le, Henri. Sachez-le. Parce qu'on a fait notre rentrée, ça fait un moment. Et d'ailleurs, Rodrigo Arenas l'a fait aujourd'hui, sa rentrée médiatique, c'est ça? Hier. Ouais, vous l'avez fait hier. Et sur des chapeaux de roue, parce que c'est la rentrée tout court et vous êtes parent d'élèves, vous allez en parler dans quelques instants. Je rappelle, Rodrigo Arenas, que vous êtes député France Insoumise de Paris. Au programme de cette deuxième heure des vraies voix, on va parler, de nos campagnes aussi, justement, et du loup. Faut-il davantage protéger le loup? Je rappelle que le loup lui-même est une espèce protégée. Il y en a un qui a été abattu dans le Sud-Ouest il y a quelques jours. Ça a fait polémique. On va en reparler avec vous tous au 0826 300 300. Que vous soyez défenseur du loup ou même de l'ours, c'est un peu le même débat. Ou alors que vous soyez agriculteur et plutôt hostile pour certains d'entre vous, notamment éleveurs, à la présence du loup. Vous êtes tous les bienvenus au 0826 300 300. On va essayer de débattre sereinement avec vous. Mais tout de suite, je voudrais qu'on entende un cri d'alarme. Les vraies voix Sud Radio.
cri d'alarme de François Rivière, qui est un ami et qui est presque chez lui sur Sud Radio, parce que Sud Radio est la Coupe du Monde, la radio de la Coupe du Monde de rugby. François Rivière est le président de l'USAP, le club de rugby de Perpignan. Bienvenue à vous, François Rivière. Bonsoir. Vous êtes ici chez vous sur Sud Radio et vous le savez évidemment. Mais aujourd'hui, c'est pas pour parler rugby que vous intervenez. Vous intervenez parce que vous lancez une pétition. Je le rappelle, il y a 10 jours, un terrible accident de manège dans une fête foraine a causé la mort d'un jeune. C'était il y a 10 jours au Cap d'Agde. On apprend ce dimanche qu'en Belgique, plusieurs personnes ont été éjectées dans une autre fête foraine. Et vous, ce que vous rappelez, François Rivière, en ce moment, c'est que ça vous est arrivé vous-même. Il y a 5 ans, vous avez eu un dramatique accident dans un manège et qui vous a occasionné des semaines de coma. Exactement. C'était un jour que je ne suis pas prêt d'oublier, parce que c'était le jour de l'enterrement des funérailles de ma mère. On avait voulu l'après-midi se détendre et monter sur un manège. Et suite à une succession de fautes et d'erreurs qui ont été sanctionnées par la justice, j'ai été catapulté au 5e tour de manège, ce qui a entraîné chez moi un long coma de 3 semaines. Et puis le fait que j'ai été reconstruit sur une large partie du corps, ce qui me vaut encore 25-30% de taux d'invalidité. Voilà, donc je suis là, je suis en vie, mais c'est vrai que quand je vois la succession de ces accidents, vous voulez que je vous dise, ça me rend dingue. Ça vous rend dingue. Alors justement, l'explication des propriétaires du manège du Cap d'Agde, où a eu lieu l'accident qui a été mortel il y a 10 jours, ils disent c'est parce qu'il y a eu beaucoup de vent. Évidemment, l'avocat de la famille de la victime n'est pas d'accord, dit que le vent ne peut pas tout expliquer. Vous dites que ces successions d'erreurs sont pas possibles. Évidemment, parce que pareil pour le Cap d'Agde, on dit c'est à cause du vent, mais souvenez-vous, une semaine avant, il y a une structure gonflable sur la Côte d'Azur qui s'est envolée because le vent là aussi. Il y a quand même un papa qui est mort et un enfant qui était dans le coma. Il en est peut-être sorti maintenant, mais qui était dans le coma. Donc je veux dire, comment est-ce qu'on peut... C'est pour ça que je pense qu'il y a plusieurs sujets. On a besoin des fêtes foraines dans les cœurs de ville pour animer les villes. Et c'est important. Par contre, il y a 2 thèmes. 1, le thème de contrôle. 2, le thème de la formation. Et puis enfin, peut-être qu'à un moment donné, et notamment sur l'accident de l'Allemagne d'il y a 2 jours, on peut s'interroger sur une performance inouïe des manèges. À mon avis, il faut être sérieux. Le manège, ça doit pas être un lieu où on doit prendre des risques particuliers. Et là, je pense qu'il est bon que le législateur puisse s'en saisir. Qu'on encadre en fin de compte les performances de certains manèges qui donnent... Pourtant, c'est ce qu'on vient chercher aussi dans certains manèges, des sensations fortes. Et c'est ça qui est trop risqué, vous pensez ? Oui, je le pense. Je pense que maintenant, il faut quand même... il faut que ça s'arrête. C'est un peu... On le dit souvent pour les voitures. On peut pas faire n'importe quoi non plus. Et permettre n'importe quoi. Puis il y a quand même un vrai sujet de formation. Moi, par exemple, dans mon accident, c'était le personnel qui s'occupait du manège n'était absolument pas formé aux règles de sécurité. Il les a quasiment découverts le jour de mon accident. Puis enfin, un sujet du contrôle, et moi je crois que pour que les contrôles soient efficaces, comme pour le dopage en rugby, il faut qu'ils soient inopinés. Qu'au moment de l'installation du manège, si vous voulez, il y a un contrôle très bien, encore heureux, mais il faut en plus de temps en temps qu'il y ait un contrôle inopiné. Moi, sur mon manège, il y aurait eu un contrôle intempestif. Il se serait aperçu que mon manège n'était pas en état de recevoir du public. Et vous ne seriez pas monté dedans. Voilà. Et donc je pense que c'est bien les 3 sujets. 1, les performances, les armes ne montent pas au ciel. Il faut à un moment donné être peut-être tous sur un plan société qu'on réfléchisse à être raisonnable. 2, la formation. Et 3, le contrôle. Et on ne peut pas accepter dans une société comme la nôtre qu'il y ait comme en ce moment un accident tous les 15 jours. Enfin, je veux dire, avec un mort, quelqu'un en urgence absolue dans le coma. Vous voyez, moi j'ai eu beaucoup de chance de m'en sortir, même si ma vie n'a jamais été tout à fait la même sur un plan physique. Mais bon, évidemment, je m'en suis sorti. Oui, effectivement, vous avez eu de la chance de vous en sortir. Vous avez un député avec vous d'ailleurs, ici autour de la table dans les Vraies Voix, Rodrigo Arenas. Je rappelle, député insoumis de Paris. Rodrigo.
Sur que la question que pose monsieur est quelque chose d'important. Paris a une fête foraine à résidence quasiment souvent et qu'évidemment il s'agirait pas de mettre en danger la vie des gens. Moi je suis à la disposition de votre invité pour poser une question au gouvernement le cas échéant. C'est mon rôle de parlementaire. Souvent je suis saisi par des associations sur des points spécifiques dont je suis parfaitement ignorant. Faudrait pas rentrer dans cette logique où les députés savent tout et sont réponses à tout. Ce serait contrevenir à la nature humaine d'ailleurs et ça serait une insulte à nos concitoyens. Mais en l'occurrence, mes coordonnées sont publiques, cher monsieur. Si vous souhaitez qu'on s'associe ensemble pour poser la question au ministre dont c'est la responsabilité et mettre en avant les idées que vous faites part aux auditeurs de Sud Radio, je suis à votre entière disposition, au moins pour avoir une réponse. Je pense que ce que vous portez sur les contrôles inopinés est un début de solution par rapport au drame que vous avez subi et que subissent d'autres personnes dans notre pays. Ce qui est compliqué, c'est que mine de rien, ces manèges sont souvent exploités par des personnes qui forment des groupes de pression, vous le voyez bien sur Paris, des groupes de pression excessivement puissants et forts. Et je pense, moi, que si on veut justement permettre le maintien des fêtes foraines en cœur de ville, parce que c'est un élément essentiel de la vie de la cité, il faut qu'à un moment donné, on tape un peu du poing sur la table. Et on ne peut pas accepter dans le monde d'aujourd'hui qu'il y ait un accident tous les 15 jours. Et en tout cas, le message sera passé. Merci beaucoup François Rivière. On vous rappellera évidemment pour vivre la Coupe du Monde de rugby sur Sud Radio, parce que c'est chez nous que ça se passe. Hein. Je pense que vous le savez. Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Un championnat qui reprend ce week-end, vous le savez. Exactement, on le sait aussi, évidemment. Et avec toute notre équipe, Alexandre Priam qui est en train de s'échauffer en ce moment même. On est tous prêts et on a hâte. Bonne chance aussi aux Catalans de l'USAP, évidemment. Et on vous rappellera aussi pour parler de choses plus joyeuses, et on l'espère, qui porteront chance au 15 de France dans quelques semaines, quoi qu'il en soit. Restez avec nous sur Sud Radio, avec toutes les vraies voix. On se retrouve dans quelques instants. Les actualités qui ont retenu l'attention de nos vraies voix. On va parler de la rentrée notamment dans un instant avec Rodrigo Arenas. À tout de suite. Avec Benjamin Morel qui fait sa rentrée bientôt, mais à l'université, en tant que maître de conférence. Un peu plus tard, c'est quand votre rentrée? La rentrée en université, c'est plutôt début octobre. Plutôt début octobre. Vous êtes encore en vacances. On va exactement. Il y a d'autres choses à faire. Comme les parlementaires. Pas de vacances pour les parents d'élèves, parce qu'on est toujours parents tout court. Il n'y a pas de vacances pour les parents, c'est le principe. N'est-ce pas, Rodrigo Arenas, député insoumis de Paris? Et puis, d'abord, pas de vacances, surtout en ce moment pour les agriculteurs, n'est-ce pas, Henri Biaspéré? Je mentirais, on essaie de prendre quelques jours quand même de repos de temps. Bon, ça vous fera du bien, en tout cas, on espère. Tout de suite, le tour de table de l'actualité. À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Le tour de table de l'actualité. Ah oui, mais Jean Gabin, quand je vous dis Jean Gabin, oui, j'adore Jean Gabin. Je suis désolé, c'est formidable. Quoi qu'il en soit, c'est la rentrée, on le disait, et elle coûte de plus en plus cher. 11,3%, c'est la hausse du coût des fournitures scolaires pour la rentrée. Les familles devront dépenser en moyenne entre 900 et 1700 euros pour la scolarité d'un enfant. C'est ce qu'avance une étude de la Confédération syndicale des familles. Et pour le parent d'élève que vous êtes toujours, Rodrigo Arenas, c'est trop cher. C'est multiplié par 4 en plus, donc voilà. Oui, c'est trop cher par rapport au coût de la vie. Je précise, c'est multiplié par 4 pour vous. Pour moi, parce que vous avez 4 enfants, c'est pas l'inflation qui a multiplié par 4 les prix. Quand voilà, et de la maternelle au lycée et bientôt l'université. Donc je peux vous dire que là, j'ai le jackpot cette année. Mais comme vous le savez, les députés gagnent beaucoup d'argent et donc j'aurais pas l'indécence de me plaindre. Ceci étant, oui, pour les Français, les Françaises qui nous écoutent, d'abord préciser que l'allocation de rentrée scolaire ne concerne pas toutes les familles. Elle concerne 5 millions d'élèves sur les 12 millions, 3 millions de familles globalement, et qu'elle n'est pas au niveau de l'inflation. Je tiens à rappeler quand même que en 2012, quand Vincent Peillon était ministre de l'Éducation nationale, il avait fait une augmentation de 25%. On n'était pas en période d'inflation. Donc, j'ai envie de dire, comme dirait ma grand-mère, quand on veut, on peut. La question, c'est que on veut pas, et que, y compris ce système-là, a vécu. Il a vécu comme l'ont mis en œuvre, je pense, un pays comme la Finlande, qui a rendu l'école, de la maternelle à l'université, intégralement gratuite. C'est-à-dire que tout ce qui a un intérêt éducatif et pédagogique pour un enfant est pris en charge par la puissance publique. Et j'ai envie de dire, puisqu'on est en France comme l'hôpital, quand on est malade, quand on va aux urgences comme moi à Cahors, on met la carte vitale, la mutuelle, qui est payante pour le coup, mais il fut un temps où la carte vitale suffisait, et donc on est soigné intégralement. On ne soigne pas un demi-cœur pour un pauvre et un cœur entier pour les riches, on soigne tout le monde. Et je pense que dans un pays comme la France, on s'enorgueillerait que les enfants soient pris en charge intégralement par la solidarité nationale. Plus loin, faudrait faire comment? Ça voudrait dire que l'État devrait envoyer des cahiers, des stylos directement, des trousses, des cartables et des baskets pour le sport directement aux familles? Non,
il y a une vraie expertise dans les collectivités territoriales, maternelle, primaire pour les villes, collège pour les conseils départementaux, lycée pour les régions et université pour l'État. La question, c'est qui paye, comme le RSA. Le RSA est une solidarité nationale, elle est mise en œuvre par le département, mais c'est l'État qui paye. Donc c'est un peu ces logiques-là. Il y a des expertises qui existent, il y a des fonctionnaires d'État qui sont vraiment extrêmement bons pour faire ces prestations, cantine scolaire, voyage scolaire et autres. Donc il ne s'agirait pas de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Mais par contre, comme pour l'hôpital, comme pour les routes nationales, ça serait à l'État de prendre en charge financièrement avec les solidarités, parce qu'en France, on a quelque chose d'extraordinaire que beaucoup de gens nous envient, qui est l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que plus on touche, plus on paye, et ça contribue à faire une cohésion sociale et un contrat social qui est digne de ce nom. Un mot, Benjamin Morel ? Ouais, deux choses. La première chose, c'est que, la République, c'est pas d'abord un régime qui s'opposerait à la monarchie. La République, c'est un système d'émancipation de l'individu. Et c'est parce que vous avez des citoyens émancipés que vous avez une république. Cette émancipation du citoyen, elle se passe par le savoir, elle se passe par l'école. C'est notre premier service public, l'école. Absolument. Si vous n'avez pas d'école, vous n'avez pas de république. Et donc, il est important, en effet, d'avoir une vraie égalité. Ensuite, ça rejoint le débat qu'on avait tout à l'heure sur les millionnaires. Si les millionnaires qui ont agi pas par héritage sont devenus millionnaires, c'est parce qu'il y avait des services publics comme le service public scolaire qui les ont formés, qui les ont rendus intelligents et qui ont fait qu'ils ont gagné de l'argent. C'est parce qu'ensuite, ils ont établi des entreprises, et je rejoins sur les autres services publics, qui étaient irrigués par un réseau routier, un réseau ferroviaire. Bref, il n'y a pas d'un côté l'initiative privée qui est productive et une initiative publique qui serait improductive. Les services publics, ils sont nécessaires. S'il n'y a pas de service public, il n'y a pas d'initiative privée, il n'y a pas de production de richesse. Et le message sera passé. Henri Biespéré, sur le coup de la rentrée ? Oui, je ne suis plus concerné, moi, directement maintenant. Alors on parle de fournitures scolaires et de remplir le cartable de l'écolier. Bientôt on va parler aussi des cantines scolaires avec le coût de l'alimentation et de l'approvisionnement qui va augmenter aussi. Je suis aussi favorable au fait qu'il faut poser à plat qu'est-ce qu'est le service public, qu'est-ce qu'il doit prendre en charge et par définition du coup qu'est-ce qui est après retransmis et délégué au privé. Parce que sur chaque sujet, sinon on dit c'est l'État qui doit être, c'est l'État qui doit être, c'est l'État qui doit être. Et du coup l'État continue de s'endetter pour être, parce qu'il est quand même dans pas mal d'endroits. À un moment, ça aura une fin. Donc moi, je suis aussi favorable, comme sur beaucoup de sujets, à ce qu'il y ait un large débat là-dessus et à ce qu'on pose le sujet. Quel est le coût de l'alimentation pour un élève ? Quel est le coût des fournitures scolaires pour un élève ? Et quel est le coût de la scolarité ? Et regardez comment on finance tout ça. Mais ça doit être pris aussi globalement et pas par appartement. Parce que l'autre sujet va arriver très vite, sur le coût alimentaire. Quand il va falloir leur faire les achats pour mettre en plus des produits de qualité, des produits bio comme l'exige la loi maintenant, ça va être aussi des budgets conséquents à assumer par les collectivités. La cantine va augmenter, quoi. C'est exactement ça. Il y a un vrai débat démocratique à poser. Ça tombe bien, on est en démocratie, jusqu'à preuve du contraire. Donc moi, j'ai déposé une pétition en ligne sur le site de l'Assemblée nationale avec des parents d'élèves. On a monté une petite asso que moi je soutiens. C'est eux qui sont à l'initiative, qui s'appelle écolegratuite.org, dans lequel j'invite les gens à signer cette pétition, non pas pour dire qu'il faut rendre l'école intégralement gratuite, mais que cette question soit étudiée à l'Assemblée nationale dans la diversité de l'hémicycle. Donc j'invite tout le monde à le signer. C'est quelque chose de sérieux. Et quand on aura 100 000 signatures, ça sera étudié dans la commission d'éducation, dans laquelle je siège. Et si on a 1 million de signatures, ce qui est tout à fait envisageable, si tout le monde s'y met, ça sera étudié en plein hémicycle par tout le monde. Donc il faut donner sa chance à la démocratie et changer de braquet, parce que cette forme de charité républicaine, de mon point de vue, dans laquelle nous sommes, aujourd'hui ne permet pas de créer une égalité. Il faut sortir de cette logique où les parents qui peuvent se le permettre payent un voyage linguistique pendant l'été à leurs enfants pour aller en Angleterre, et ceux qui ne peuvent pas le faire, à l'heure où l'anglais est devenu une langue internationale, doivent concrètement éduquer l'anglais sur Netflix. Il faut sortir de cette logique-là et vraiment aller sur une préoccupation d'intérêt général, et ça, jusqu'à preuve du contraire, ça s'appelle l'État. Exactement, vous parliez de démocratie, il n'y a pas de démocratie non plus sans débat, et l'homme à qui vous allez rendre hommage tout de suite, Benjamin Morel, aimait notamment le débat. Vous voulez rendre hommage au journaliste Gérard Leclerc, qu'on pouvait suivre notamment sur les plateaux de CNews, notamment dans l'émission L'heure des pros. Il est mort dans un accident d'avion, un avion de tourisme qui s'est écrasé hier près de la Loire, et évidemment vous vouliez lui rendre hommage. Oui, évidemment, parce que Gérard Leclerc, c'était quelqu'un d'une humanité gigantesque. Vous savez, j'ai commencé à faire des plateaux de télévision, j'avais à peine 25 ans, et vous avez en face de vous une légende, quelqu'un qui a dirigé les chaînes, exactement, qui a dirigé le service politique de France Télévisions, qui a dirigé les chaînes parlementaires. Je travaillais sur le Parlement, donc c'était quelque chose qui me parlait fondamentalement. Et vous êtes impressionné, écrasé par une telle stature, et pas du tout. C'est quelqu'un qui vient vers vous, qui est d'une simplicité, d'une gentillesse, d'une accessibilité folle. C'était quelqu'un avec une humanité gigantesque, et c'était un vrai journaliste.
comme vous, mais un journaliste qui réfléchissait, travaillait ces sujets, n'avait pas d'approche a priori, pas d'approche idéologique, etc. Il pensait et il tentait de dire la vérité. Alors, on y arrive plus ou moins, mais il tentait de dire la vérité. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose, quelqu'un comme Gérard Leclerc nous manquera profondément. Au regard de ses qualités humaines, au regard de ses qualités journalistiques, je pense sincèrement qu'il manquera à votre profession et il manquera à l'ensemble du pays. Et donc je suis très triste aujourd'hui. Et évidemment, Sud Radio, d'ailleurs, toute l'équipe de Sud Radio a adressé ses condoléances à nos confrères qui ont perdu l'un des leurs. Vous l'aviez croisé vous-même, Gérard Leclerc? Je l'ai croisé Rodrigo sur Arenas. quelques plateaux de télévision et je sais qu'on avait toujours dans son regard cette volonté de jamais prendre a priori un invité, toujours avoir cette idée de dialogue et d'échange. Après, on peut ne pas être d'accord, mais c'est ça aussi la démocratie. Les journalistes, contrairement à ce qu'on dit, ont une opinion. Et donc, à partir de là, c'est toujours... Il avait la sienne, c'est pour ça d'ailleurs qu'il débattait sur CNews. Absolument, et j'ai toujours trouvé que son débat et ses propos étaient étayés sur des faits et non pas sur des constructions complotistes, etc. Et autres. Voilà, donc moi, j'ai eu beaucoup de tristesse aussi quand j'ai appris cette malheureuse nouvelle. Et voilà, donc oui, je me joins parfaitement à votre hommage. Je vous remercie de l'avoir porté sur ce plateau. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. Ce sont les vraies voix, pardonnez-moi. 0826 300 300. On va débattre justement dans un instant. Débattre du loup. Faut-il davantage le protéger alors qu'un loup a été abattu la semaine dernière? Débat entre les défenseurs des loups d'une part et d'autre part les éleveurs souvent. On va en parler avec vous tous dans un instant sur Sud Radio. Tout le monde a la parole. Éleveurs, défenseurs du loup, défenseurs du l'ours. Tout le monde a la parole. Venez débattre sereinement sur Sud Radio. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Et ça fait que le débat sur le loup a déjà commencé en studio avec Benjamin Morel, Rodrigo Arenas, Henri Biespéré. On va justement partir tout de suite dans le Lot. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le Lot, justement, et non pas Paris, où les loups pourtant étaient entrés, comme le chantait un certain Serge Reggiani. Les loups, les loups étaient loin de Paris, encrassés, en Germanie. Oui, à chaque fois qu'il y a un petit chef-d'œuvre de la chanson française, on trouve un prétexte pour la jouer sur Sud Radio. On aime aussi Serge Reggiani, mais c'est pas le même loup, exactement. C'est pas tout à fait les mêmes. Revenons sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Un loup abattu dans le cadre d'un tir de défense à Quissac dans le Lot. Soulagement pour des éleveurs, mais scandale pour des défenseurs de la cause animale. On en parle notamment avec notre invité Rodolphe Gaziello. Bonjour à vous. Soyez le bienvenu. Merci. Sur Sud Radio, vous êtes le président de l'association Le Clan du Loup, Clan K-L-A-N du Loup. Vous êtes la plus vieille, je l'ignorais jusqu'à ce jour, association de défense du loup en France, créée quand ? En février 1999. Effectivement, vous étiez parmi les précurseurs. C'est à peu près à cette période, corrigez-moi si je me trompe, que des loups ont commencé à revenir en France, naturellement, sans réintroduction artificielle, en provenance d'Italie, c'est ça ? Alors, officiellement, le retour naturel du loup, et vous avez raison de le préciser, parce qu'il y a encore cette vieille légende urbaine qui circule sur la réintroduction, le retour naturel du loup est en novembre 1992. Oui, voilà. Bon, vous avez pris quelques années, mais 7 ans après, vous créiez cette association. Revenons sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Une louve, et non pas un loup, une louve a été abattue lors d'une opération de tir de défense à Quissac. Avant qu'on entre dans le débat, qui peut être polémique, mais c'est pas grave, j'aimerais d'abord qu'on revienne sur la définition du tir de défense. Qu'est-ce qu'un tir de défense ? Alors, un tir de défense, c'est un tir à tuer. C'est la façon politiquement correcte de dire tir à tuer. Il y a 3 sortes de tirs à tuer en France, pratiqués par la France. Le tir de défense renforcé et le tir de destruction qui est une battue pour le dernier. Tir de défense, c'est-à-dire que vous avez des tireurs agréés, soit la louveterie, soit la brigade loup, soit des chasseurs, voire des industriels ovins, qui pratiquent donc un tir à tuer dans la proximité immédiate des troupeaux. Et c'est ce qui permet justement de protéger un troupeau de brebis. C'est ce qui est censé s'être déroulé la semaine dernière dans le Lot. Pourtant, vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi ? Alors, nous ne sommes pas d'accord sur... Enfin, déjà, nous avons une question. Qu'est-ce qui permet de dire qu'il s'agit effectivement d'un loup, scientifiquement parlant, c'est-à-dire en France, la sous-espèce Canis lupus italicus? Première des questions. Deuxième des questions, avant d'arriver au tir à tuer, il y a toute une batterie de mesures
qui existent, qui sont financés par l'État français. Et le monsieur, il m'excusera, j'ai oublié son nom, qui est agriculteur et qui parlait par rapport à l'école et au rôle de l'État sur le financement. L'État finance beaucoup et on pourra parler chiffres. Le dossier loup est un loup qui coûte très cher. On parle de plusieurs millions d'euros. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a des subventions et des aides pour que les éleveurs protègent leurs troupeaux du loup sans avoir à aller jusqu'à le tuer, c'est ça ? C'est ça, c'est-à-dire qu'ils fassent leur métier d'éleveur, ce qui s'est fait pendant des siècles, voire des millénaires. Et vous leur reprochez aujourd'hui en substance de ne pas le faire, dans ce cas-là, si je comprends bien. Alors pas tous, une partie le font, c'est pour ça qu'on fait le distinguo entre un industriel au vin, parce que c'est principalement du côté au vin où il y a des soucis. Donc on fait le distinguo entre un industriel au vin et un éleveur. Ce que je vous propose, c'est qu'on en débatte le plus sereinement possible, quelle que soit la profondeur des désaccords entre les uns et les autres. Quelles sont les aides, mon cher Henri Biespéré, qui êtes l'agriculteur des Vraies Voix ce soir, et qui êtes avec nous en duplex depuis votre Béarn, quelles sont les aides auxquelles les éleveurs ont droit pour protéger leurs troupeaux? Alors j'imagine d'un loup, mais d'un ours aussi, ça doit être la même chose. Et il y a dans le cas de ce qu'on appelle le plan loup, il y a effectivement des budgets qui sont alloués à la fois pour acheter des chiens patous qui sont censés effectivement effrayer et écarter le loup, l'alimentation de ces chiens, donc des croquettes, etc., et des lieux sécurisés, des clôtures, etc., et également des aides pour le gardiennage des troupeaux, pour ne pas laisser les troupeaux sans aucune surveillance humaine. Après, dans le cadre de ce même plan, ça, il y a le plan d'aide, et il y a un plan ensuite de régulation de la population des loups. Et dans ce plan de régulation qui est validé, qui est discuté avec les associations, avec les éleveurs, avec les autorités, sous l'égide d'un préfet coordonnateur, il y a aussi prévu justement ce dont on parle, c'est-à-dire des tirs de défense. Donc quand l'éleveur se sent attaqué dans une zone où le loup ne devrait pas être, eh bien il est autorisé, enfin des personnes sont autorisées, des personnes habilitées, agréées, qui sont déclarées en préfecture, sont autorisées à tirer. Donc le tir qui a eu lieu, s'est fait dans ce cadre-là. C'est pas un tir qui a été fait comme ça de façon inopinée par un type qui a un fusil et qui passait par là et qui avait un loup. Donc tout ça est très bien encadré. Il y a un plan d'aide et un plan de régulation de la population, dans lequel, quand on considère qu'avec le comptage des loups, il y a une population suffisante pour en maintenir la survie, on peut abattre un certain nombre d'individus dans des cas bien précis, avec des personnes bien précises, et tout ça est discuté annuellement. Donc on est dans un cadre réglementaire dans lequel tout le monde a la parole, comme vous le citiez, quoi, et les élus politiques, et les associations, les défenseurs du loup, effectivement, et aussi les éleveurs, bien évidemment. Sauf que Rodolphe Gaziello, vous vous dites justement que ces tirs de défense sont parfois excessifs ou abusifs. Alors, ils sont soumis. Alors effectivement, il y a discussion. Sauf que, ce qu'oublie de dire votre intervenant, Henri Biespéré qui est avec nous. Ce ne sont pas des discussions qui sont paisibles et apaisées. Le plan loup est un plan quinquennal. Le dernier qui a été mis en place par Nicolas Hulot. Très régulièrement, aussi bien les organisations corporatistes agricoles que les quelques associations dites animalistes quittent la table des négociations. Bon, bref, le débat est pas serein, quoi. Le débat est pas serein. Et pour quelle raison de fond? Alors, ce serait long d'expliquer. On va essayer d'aller à l'essentiel. Le loup est un animal qui ne laisse pas indifférent. Ça, c'est... alors, je ne vais pas dire la raison majeure, mais c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Après, il y a des raisons politiques et économiques ou économiques et politiques. Vous avez une profession qui est économiquement sinistrée, celle d'éleveur et celle d'industriel au vin. Il suffit de regarder les chiffres de la consommation de viande ovine en France. En dehors des fêtes sacrificielles et des côtelettes l'été, la consommation chute. Je viens de regarder les chiffres 2022, pardon, excusez-moi. Donc ça, c'est le contexte. Ça, c'est le contexte économique. Le contexte politique, derrière, c'est, on va dire, de la récupération de colère. D'accord. Pour
pas dire de l'instrumentalisation dans certains cas. Par qui? Alors, pour une fois, il y a du en même temps façon Emmanuel Macron. En même temps de droite et en même temps de gauche, la voix des électeurs n'a pas d'odeur. Pour espérer avoir un vote local des représentants des éleveurs ou des industriels. Vous employez beaucoup de périphrases, ce que je peux comprendre. Je vais essayer de poser la question de but en blanc. Est-ce qu'on tue des loups, on laisse tuer des loups aujourd'hui en France pour acheter des voix? Alors, de manière déguisée, j'entends évidemment. Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de dire? Pour espérer acheter des voix, on est un peu comme dans le même principe que la chasse. Certains politiciens imaginent qu'il y a un vote unitaire dans le milieu agricole. Et là, alors que vous n'êtes pas d'accord, justement. Tiens, mais on va poser la question à Henri Biespéré, ensuite la parole à nos autres vraies voix. Henri Biespéré. Si on veut le poser de manière simple, il y a un territoire donné sur lequel il y avait de l'élevage ovin ou bovin, parce que de plus en plus, et on a cette année une recrudescence d'attaque vers des bovins. Donc on n'est pas seulement sur les moutons, on est aussi sur les vaches et les veaux. Sur ce même territoire, donc où il n'y avait que de l'élevage, on veut faire cohabiter effectivement pas la réintroduction, mais le développement ou le retour à des meutes suffisantes d'une population de loups. Donc d'un côté, il y a des gens qui exercent une profession avec une activité économique en maintenant des espaces ouverts dans lesquels on peut randonner. Vous disiez tout à l'heure que j'avais pris quelques jours de repos, j'étais en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, chez un éleveur ovin qui avait aussi un gîte rural à la ferme. J'ai discuté avec lui, il est extrêmement inquiet. Le loup arrive, il n'était pas présent dans le Puy-de-Dôme, maintenant il arrive dans le Puy-de-Dôme. Il occupe des espaces d'estive, vous allez vous promener, c'est tous des paysages ouverts. Donc il faut trouver le bon équilibre, et quand l'équilibre dérape, il faut donner l'autorisation effectivement de tirer sur des loups pour les éliminer, pour pas que la population grandisse trop et que les éleveurs quittent ces territoires-là, parce que derrière c'est des pertes économiques et des espaces qui ne seront plus ouverts, qui vont se refermer, parce que c'est le loup qui sera roi. Donc là, tout le débat, il est de dire jusqu'où on accepte qu'il y ait... Comment partager l'espace entre les grands espaces, on va dire, entre le loup d'une part et l'activité pastorale d'autre part. Entre ce qu'on appelle la biodiversité en général, le loup et d'autres, et puis aussi les activités économiques, mais qui permettent aussi, d'une certaine manière, de maintenir cette biodiversité avec des prairies, avec de l'herbe, avec de la capture de carbone. Tout ça est dans le débat. Le débat n'est pas très simple. Débat pas simple pour un politique. Dans les Alpes, sur des territoires limités, est en train de s'étendre à l'ensemble du territoire. La Lozère qui n'était pas concernée, ou le Lot qui n'était pas concerné. Et bien aujourd'hui, il commence à avoir arrivé des loups. Et ça pose problème. Et effectivement, parce que le loup est en train de recoloniser une partie de la France. On ne sait pas s'il va y rester ou s'il n'est que de passage, mais on en a même vu jusqu'en Bretagne, figurez-vous. C'est quand même incroyable. Quoi qu'il en soit, Rodrigo Arenas, comment on peut concilier les bergers d'une part et les amoureux du loup d'autre part? De toute façon, il me semble qu'il y a un consensus assez général sur la question que le loup ou d'autres animaux, vous avez cité les ours par exemple, contribuent à la biodiversité qui est nécessaire dans notre pays, mais j'ai envie de dire à travers le monde. Donc la France n'est pas en dehors du monde, et réintroduire des espèces qui contribuent à un équilibre et un écosystème est plutôt une bonne chose. En tout cas, sachant qu'on le précise, le loup est protégé, mais il est revenu tout seul. Il était réintroduit ou protégé ou revenu tout seul, ça dépend aussi des territoires dans lesquels il vit, parce que c'est un chien qui... La question qui se pose, c'est que il y a globalement le même nombre de loups en Allemagne, par exemple, sans avoir ces ravages-là. Alors la taille des troupeaux est différente, il y a des plus petits troupeaux, le nombre de bergers aussi est plus important, le nombre d'auxiliaires, on a cité les chiens, mais pas seulement, est aussi réfléchi de l'autre façon. Donc je pense que peut-être il serait de bonne loi, maintenant que les plans loups sont mis depuis d'aussi nombreuses années, de les réétudier, mais aussi à l'aune de l'expérience internationale, parce que le loup est aussi un animal européen, et il n'a pas de passeport à la frontière. Donc à un moment donné, il faut aussi se mettre dans un cadre où ce sont des espèces qui sont en meute et qui traversent les frontières, et il va falloir s'y faire si on veut aussi être dans une logique où la biodiversité revient dans notre pays. Il me semble qu'il y a un consensus sur le fait que ce soit souhaitable pour le loup, les ours, mais aussi les abeilles et les autres espèces qui sont chassées par l'activité humaine. À un moment donné, il faut sortir de cette logique où l'activité humaine prend le pas sur la nature, et il va falloir réconcilier tout ça si on veut s'en sortir aussi. Et c'est vrai, d'ailleurs, Benjamin Morel, que la place de la nature et la place de la biodiversité est une question politique qui pèse de plus en plus lourd dans le débat ces dernières années.
Bien sûr, alors je suis pas spécialiste du loup et je ne trouverai pas des solutions pragmatiques, mais vous savez pourquoi est-ce qu'on appelle le Louvre le Louvre ? Parce que au XVe siècle, vous aviez des loups à Paris et qu'ils s'aventuraient jusqu'aux Champs-Élysées et même jusqu'aux abords de Paris. Et le palais des rois qui était extérieur à la ville de Paris, le Louvre, a pris leur nom. Donc c'est pas nouveau et pendant des années, des siècles, on a quand même géré une présence beaucoup plus importante du loup avec des éleveurs qui n'avaient pas les moyens d'aujourd'hui. Donc il faut trouver des solutions pragmatiques, mais il faut accepter cette présence du loup, y compris dans des départements comme la Lozère ou comme le Puy-de-Dôme, qui est mon département de cœur, j'en viens. Donc j'y suis sensible, évidemment. Mais malgré tout, il va falloir accepter de concilier les deux. Sur le fond, en revanche, en effet, il y a un usage politique. Tout à l'heure, on parlait du vote chasseur. Le vote chasseur, c'est un mythe. Il n'existe pas. Il y a un vote chasseur du Sud-Ouest. Il vote plutôt radical initialement. Il est plutôt orienté à gauche. Vous avez un vote chasseur d'Île-de-France. Il vote plutôt à droite. Donc l'idée pour un politique, l'idée pour un politique de dire je vais conquérir le vote chasseur, c'est une idée idiote. Il faut penser la ruralité. Il y a le loup, il y a les chasseurs, les deux vont ensemble. Effectivement, les chasseurs ou les bergers. Tiens, ou les bergers. Question pour Gérald qui est dans Lyon. Et alors il y a du magnifique fromage dans la Bourgogne, donc j'imagine qu'il y a quelques troupeaux. Est-ce qu'il y a des loups aussi? Alors très honnêtement, oui, j'en ai vu un il y a à peu près 2 mois. Dans Lyon. Ouais, dans Lyon, j'étais en compagnie de ma femme et on est à un vide-grenier, je vais pas vous exposer tout ça, vite fait, et on voit un loup, mais vraiment un loup. Il traversait la route et il nous regarde, il se pose et il bouge pas. Et il vient vers nous. Donc moi j'ai pas ouvert le carreau, mais c'était vraiment les petites oreilles courtes, les yeux bien jaunes, le museau bien long, les flancs très très efflanqués. Vraiment c'était, alors moi je par principe, j'aime pas tuer les animaux. Je considère qu'on a maintenant beaucoup de moyens pour éviter ce qu'on appelle un tir pour tuer, etc. Je pense qu'on aurait pu lui mettre, vous savez, un petit somnifère, et puis voilà, ça aurait été beaucoup plus simple. Surtout que le loup, même s'il revient, il revient pas par milliers, c'est pas vrai, il a été massacré pendant des années. Absolument. Et s'il commence à revenir, pourquoi pas? C'est vrai que là, je suis tout à fait d'accord. On dit que ça fait partie de la biodiversité. Je crois que le plus grand des prédateurs, c'est pas le loup, c'est l'homme, qui considère qu'il est le plus haut dans la chaîne et qu'il doit être, je dirais, considéré comme un dieu. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Maintenant, je suis pas contre les chasseurs. Ils ont qu'à venir chez moi. On a des milliers de sangliers qui nous pètent les voitures régulièrement. Là, je peux vous dire que les sangliers, il y en a partout. Or, les loups, c'est pas vraiment ça, quoi. Les loups, c'est tout. C'est un tout petit. Alors, c'est vrai que quand vous retrouvez un mouton qui est bouffé ou égorgé ou éventré, je comprends tout à fait la colère d'un éleveur. Ou tout le troupeau d'ailleurs qui, par peur, a été jeté d'une falaise, ça arrive aussi, effectivement. Voilà. Mais oui, on aura compris en tout cas ce que vous disiez. Par principe, moi je suis pas pour tuer. Maintenant, on a beaucoup de moyens pour justement, pourquoi pas créer une réserve? On fait une réserve avec justement moi j'en ai vu plusieurs, je vais pas revenir sur le sujet, mais j'en ai vu plusieurs des loups. Il y en a du côté d'Avalon, je sais pas si vous connaissez, il y en a du côté de Vaux-le-Gny, beaucoup. Et sauf que des réserves aussi, c'est pas forcément la nature, c'est intéressant. Tiens, justement, on va poser votre question à nos deux invités, okay. Mon cher Rodolphe. Juste une question, oui ou non, vous avez eu peur qu'on l'ait vu ou pas, Gérald? Ah non, pas du tout. Non. Vous avez pas eu peur. Voilà. Et si vous voulez, ce qui est étonnant, c'est qu'il s'est posé carrément au milieu de la route. Il a regardé la voiture. Alors je pense qu'il cherchait de l'eau, parce qu'il y avait. On sent que vous n'allez pas l'oublier en tout cas cette rencontre. On est d'accord? Non, tout à fait. Et vous avez raison d'ailleurs, parce que j'aurais bien aimé en voir un jour un loup en dehors d'un parc en tout cas. Quoi qu'il en soit, la parole à nos invités. Tiens, justement, Rodolphe. Merci beaucoup. Merci à vous, Gérald, pour ce témoignage POCR. Rodolphe, vous êtes toujours avec nous? Oui. Si je peux me permettre, Rodolphe Gaziello, président de l'association le Clan du Loup. On arrive au terme de ce débat, donc on va essayer d'avancer un petit peu. De quel pays en Europe, puisque c'est un sujet, non un problème, mais un sujet européen, la France devrait le plus s'inspirer d'après vous? Nos voisins les plus proches, les Italiens, puisque le loup que nous avons en France est de souche italienne, et nos amis espagnols qui ont un cousin très très proche, qui est une sous-espèce qui ressemble très fortement au loup que nous avons en France, et espagnols et portugais, où là, entre l'Espagne et le nord du Portugal, il y a des populations entre 2000 et 3000 loups. En Italie, ils sont remontés à 1500 loups. En France, on est officiellement, je dis bien officiellement, à 800 loups grand maximum
Juste une petite chose très rapidement avant de laisser la parole à d'autres intervenants. Le loup en France, c'est pas le loup qu'on voit à la télévision dans les très beaux reportages de National Geographic. C'est un loup qui pèse une trentaine de kilos, qui a le gabarit d'un labrador. Les meutes sont entre 5 à 7 individus, grand maximum. Donc voilà ce que c'est le loup en France. C'est tout petit. Donc des loups qui viennent dévorer des limousines, je veux bien, mais je demande à voir, et là où on demande aussi, c'est le retour de la science. Pourquoi subitement les prélèvements ADN ont été arrêtés? Pourquoi quand la Chambre d'agriculture de la Haute-Vienne dit connaître des élevages clandestins de loups, nous disons effectivement il y a du trafic animalier en France, pourquoi les pouvoirs publics n'écoutent pas la Chambre d'agriculture de la Haute-Vienne et ne nous écoutent pas? Eh bien, en tout cas, le message sera passé. Merci à vous de l'avoir porté sur Sud Radio, Rodolphe Gaziello. Peut-être le mot de la fin à Henri Biespéré, l'agriculteur qui est avec nous, notre vraie voix agricultrice en quelque sorte. Question, si notre loup vient d'Italie et qu'il y a toujours des éleveurs en Italie et que le loup n'y a jamais disparu, est-ce qu'il vous arrive aussi, par exemple, de prendre conseil ou des informations auprès de vos confrères, collègues italiens pour voir comment ils font pour les faire cohabiter et comment ça s'est toujours passé? Ça se passe mal, comme ici. C'est-à-dire que bien évidemment, on est en contact avec les autres pays européens sur le territoire duquel est le loup. C'est bien un sujet européen, parce que c'est la Convention de Berne qui a mis le statut du loup comme animal protégé. Il y a aujourd'hui 6 pays, ceux qui ont été cités en particulier par l'autre intervenant, qui sont en train de demander un changement de statut du loup au niveau européen. Donc, dans tous les pays où le loup est, à partir du moment où il prend de l'importance, il pose un problème à l'élevage et il déséquilibre dans le sens, effectivement, de l'ensauvagement de territoire parce qu'il est trop présent et le retrait d'éleveurs qui disent c'est plus supportable, on préfère rester chez nous. Et c'est la raison pour laquelle... C'est le fond du sujet, c'est celui-là qu'il faut traiter. Et c'est la raison pour laquelle on en redébattra avec vous tous. Merci pour ce débat beaucoup plus serein que ce que parfois on entend sur d'autres radios ou qu'on voit sur d'autres chaînes. C'est vrai, entre des pros ou des anti-loups, éventuellement, ça peut arriver. On essaie d'en parler calmement sur Sud Radio, 0826 300 300. Restez avec nous. C'est les vraies voix de l'été. Qui dit été dit fête patronale. Il y en a beaucoup dans le sud. On vous emmène à 7 dans un instant. On s'apprête à fêter la Saint-Louis avec le maire de la ville. À tout de suite. Dernière ligne droite pour les vraies voix de l'été, dernière ligne droite pour ceux qui sont en vacances et qui en profitent. Nombreux sont ceux d'ailleurs qui sont dans la magnifique ville de Sète où nous vous emmenons tout de suite en retrouvant notre invité qui nous fait le plaisir d'intervenir sur Sud Radio. Bonjour François Comène. Bonjour. Comène, pardonnez-moi. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes le maire de cette magnifique ville de Sète. Ville en ébullition parce que demain commence la grande fête patronale de la ville, c'est la Saint-Louis. Voilà, là actuellement c'est le grand calme avant de la 279e fête de la Saint-Louis à Sète demain soir à 17h30 au balcon de la mairie de Sète. Exactement, 279e édition de la Saint-Louis. En quoi cette fête est si importante pour les habitants? Écoutez, la Saint-Louis, c'est une fête pour laquelle l'ensemble des Sétois, toute couche sociale, professionnelle, ethnique, se retrouvent et a particulièrement plaisir à retrouver la famille, les cousins, tout l'ensemble des concitoyens qui ont plaisir à se retrouver dans des moments festifs. Alors bien sûr, le point d'orgue, ce sont les joutes. Les joutes, c'est ce qui fait le lien, si vous voulez, de ces manifestations. Mais il n'y a pas que les joutes, il y a d'autres manifestations sportives, allant de la pétanque à la boule traditionnelle, à la lyonnaise, à la boule carrée, à la boule ovale, maintenant au roulage des barriques. Mais tout cela, ça se fait sous l'autorité et, si vous voulez, le regard particulièrement bienveillant des jouteurs, des rameurs et des barreurs, ainsi que des hautboisistes. On sent en tout cas l'enthousiasme, on sent que vous avez les yeux qui pétillent, bien qu'on ne vous voit pas lorsque vous en parlez, François Comène. Question que j'aimerais vous poser d'abord, essayez de décrire les joutes sétoises pour ceux qui vous écoutent, mais qui n'ont pas forcément l'image en tête. Comment se passent les joutes sétoises ? Les joutes sont deux barques, barque bleue et barque rouge, qui se croisent, et sur chaque barque, il y a ce qu'on appelle une tintaine, une espèce de bigue qui est montée à l'arrière
Et sur cette bigue, il y a un jouteur qui porte une lance pour attaquer l'adversaire et un pavois pour se protéger. Le but étant de faire tomber son adversaire, bien évidemment. Exactement, comme les joutes médiévales, mais dans l'eau, comme ça, c'est moins grave si on tombe. C'est important aussi de le dire. Vous attendez combien de personnes à ces fêtes de la Saint-Louis ? Chaque année, c'est toujours les paris un peu osés, mais c'est quelque chose qui est indescriptible. Pour les fêtes d'Escalacette, par exemple, on frise les 500 000 visiteurs pendant les 4 jours d'Escalacette. Pendant la Saint-Louis, c'est à peu près l'équivalent avec... Naturellement, il y a le cadre royal où il y a 15 à 20 000 personnes qui sont réunies en permanence pour assister au tournoi, mais il y a tout ce qui se passe autour, que ce soit, comme je vous disais, au tournoi de bridge, au tournoi de tennis. Par exemple, ce soir, je vais au tournoi à l'inauguration du tournoi de la Saint-Louis du tennis club du Matiel. Ensuite, j'ai une soirée au bateau de sauvetage où le Lions Club organise quelque chose aussi. Donc, vous voyez, c'est particulièrement intense. Et là, tous les soirs, je suis doublé pour 4 repas. C'est ça. Tous les soirs, vous rentrez en taxi, j'espère. Quel dur métier que celui de Monsieur le maire, quand même, dans ces circonstances. C'est bon à 19h avant toutes ces agapes. Exactement. Bon, on espère que vous êtes endurant, surtout que vous êtes prudent. Et bon, modéré aussi, il le faut, on le rappelle toujours, mais c'est important. Ça fait plaisir aussi d'entendre la survie de ces traditions qui sont quand même si chaleureuses, et ça nous donne envie de vous rejoindre du côté de ces traditions, si vous voulez, au moment où on est avec Montpellier candidat à la capitale européenne de la culture, je crois que dans la capitale européenne de la culture, il faut que les traditions des joutes et l'ensemble de nos cultures populaires puissent être actées comme des éléments indéniables et des atouts particulièrement importants. Mais en tout cas, ça fait envie. Effectivement, vous étiez écouté par un Béarnais. Alors, dans le Béarn, à côté du Béarn, il y a aussi des fêtes qui sont très célèbres et qui ont battu leur plein il y a quelques jours. Ce sont des traditions qui sont très importantes dans le Sud, Henri Biespéré. En Béarn, au Pays Basque, dans les Landes, effectivement, le Sud-Ouest, on passe de week-end en week-end, de fête en fête. Même en débordant sur l'Espagne, pas peu l'une. Exactement, mais il n'y a plus qu'à aller à 7. Saint-Louis qui viennent chaque année du Béarn ou du Pays Basque et qui participent activement aux animations. Écoutez, bonne fête de la Saint-Louis à tous les Sétois, ça faisait plaisir. On aurait aimé être avec vous en tout cas. Bon courage, restez endurant, monsieur le maire, c'est important quand même. François Commeyn, vous êtes le maire de Sète, je le rappelle, et vous nous faisiez le plaisir d'inaugurer en quelque sorte ces fêtes de la Saint-Louis sur Sud Radio. C'est la fin des vraies voix, c'est le début des fêtes de la Saint-Louis, mais c'est la fin des vraies voix en tout cas. Vous reviendrez peut-être, Benjamin Morel. Avec grand plaisir. En tout cas, c'était votre première en tant que vraie voix honoraire. Évidemment, Rodrigo Arenas aussi. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Et Henri Biespéré, la suite de votre soirée, parce que les vraies voix reviennent demain à partir de 17h, et la suite de votre soirée, c'est avec l'instit le plus célèbre de France, Gérard Klein, qui vous ramène aujourd'hui sur les routes de l'été à bord de sa DS jaune, direction la Corrèze. Alors vous allez voir, ou en tout cas l'entendre le décrire, le panorama autour du restaurant dans lequel il animait aujourd'hui son émission est absolument magnifique. On va parler de bière avec modération, de pendule que vous entendrez dans cette émission. On va parler de patrimoine et on va parler des départements ruraux. Ce sont les routes de l'été, juste après les infos de 19h. Belle soirée à l'écoute de Sud Radio.